Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, pour ce premier er 18-20 pédagogique de l'année, on a, beaucoup de chance d'accueillir, Isabelle, Cotenso. Alors Isabelle est la, fondatrice, d'Éveil et Signes et je vais pas, parler plus longtemps parce que je vais rapidement, lui laisser, la parole. Mais juste avant ça, je laisse aussi la parole à ma collègue, Victoria, du pôle ressources, de la Somme. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à ce premier 18-20. Je tâche en fait à remercier en première partie tout simplement la CAF de la Somme, la CAF des Ardennes et le conseil départemental de la Somme. Et merci également à Isabelle de nous faire plaisir ce soir avec les signes associés à la parole. Je pense que c'est un thème qui va toucher énormément de monde ce soir. Voilà, je te laisse la parole, Isabelle. Très bien. Merci, merci et bonjour à tous d'être présents ce soir. Je suis vraiment ravie de vous avoir tous derrière vos caméras. Alors évidemment, je ne vous vois pas tous et c'est très dommage, mais j'imagine que vous êtes là parce que c'est un sujet qui peut-être vous tient à cœur ou qui peut-être vous intrigue et j'espère répondre à vos questions ce soir. Et en tout cas, je vais essayer le plus possible de vous détailler cet outil dont on entend un peu parler partout et on se demande un petit peu de quoi il s'agit. Donc, je vais vous parler des signes associés à la parole. Alors, on entend aussi parfois l'outil nommé bébé signe. Bon, ça me va aussi. Ce sont deux terminologies qui me conviennent bien pour nommer cet outil qui consiste à utiliser des signes avec des bébés entendants. Au départ, on pourrait se dire, mais quelle drôle d'idée! Et on va découvrir qu'en fait, c'est pas si bizarre que ça parce que pour nous qui travaillons auprès des bébés, on voit très bien que certes, ils ne sont pas encore dans le langage oral, mais ils ont tellement de compétences et surtout tellement envie et besoin de communiquer avec leur entourage, les adultes qui prennent soin de lui, que ça a du sens finalement de leur donner les moyens de le faire encore mieux. Donc, signe associé à la parole, c'est la thématique de ce soir. Je vais vous parler un petit peu d'abord de mon parcours, qui je suis. Donc, j'ai préparé comme ça une petite présentation qui va nous suivre au fur et à mesure de cette soirée. N'hésitez pas à poser vos questions. Je laisserai des petits temps où justement je prendrai vos questions et puis je pourrai y répondre presque en direct. Voilà. D'abord, eh bien, je vais vous montrer. Alors, oui, si j'arrive à faire marcher ma petite bécane. Euh, Qui suis-je? Alors, j'ai la chance d'avoir passé une année quand j'avais 15 ans aux États-Unis. Alors oui, 15 ans, il y a longtemps finalement, hein, c'est il y a plus de 30 ans. Donc j'ai été parachutée aux États-Unis dans une famille d'accueil où j'ai été jeune fille au père. Alors évidemment, je découvre cette famille, je découvre une culture que je ne connais pas, je découvre une langue. Mon Dieu, je me suis rendu compte qu'à l'école, j'avais pas trop bien appris l'anglais et la langue, je ne la maîtrisais pas. Et puis, je découvre surtout cette famille et ce petit garçon dont je vais m'occuper pendant toute une année, qui a 13 mois. Et dès mon arrivée, en fait, je remarque que ce petit garçon utilise des signes. Euh, En tout cas, il a une certaine gestuelle pour s'exprimer et son parent a l'air de le comprendre. Ah, bah alors ça. Donc pour moi, eh bien, cet enfant était sourd parce que je reconnaissais que ça avait l'air de la langue des signes, mais ce qui me paraissait bizarre, c'est que la maman, elle parlait en même temps. Je me dis, c'est pas vraiment de la langue des signes, c'est un enfant qui peut-être est sourd. Enfin bref, dans ma tête, c'était un peu confus. Mais au bout de quelques jours, quand je l'appelais, je voyais bien qu'il se retournait, donc il entendait bien ce que je lui disais. Donc j'avais mené ma petite enquête et j'avais compris qu'il n'était pas sourd. Ok, alors donc l'enfant n'est pas sourd, mais on utilise des signes avec lui. Oula, ça me paraît un petit peu bizarre. Et puis, évidemment, comme je vous l'ai dit, mon anglais n'était pas bon du tout, donc j'ai essayé de poser des questions, me renseigner auprès de la maman. Je n'ai rien compris à ses réponses, donc je disais toujours OK, OK. Voilà, ça, je savais le dire. Et puis, ma foi, j'ai découvert par moi-même à quoi servait cet outil, comment l'utiliser, comment on peut, avec un tout petit de 13 mois, 14 mois, en fait, lui donner la parole grâce à quelques signes. J'ai trouvé ça magique. Magique, pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous n'étions pas de la même culture. Nous n'avions pas finalement de langue en commun. Et
Et il ne me connaissait surtout pas du tout. Donc, j'allais être amenée à m'occuper d'un petit garçon qui ne me connaissait pas et j'étais une parfaite étrangère. Mais grâce à cet outil, grâce au signe, on est entré en lien, on est entré en relation. J'ai réussi à le comprendre, j'ai réussi à moi-même m'exprimer et me faire comprendre. Et en fait, ça a créé beaucoup de complicité entre nous et une belle relation. Et puis, bah, ma foi, chemin faisant, il faut revenir en France. Donc, je suis revenue en France. J'ai fait mon parcours professionnel au départ dans la formation pour adultes. Et puis, un jour, j'ai été moi-même maman. Oui, et là, bah, vous savez bien, devenir maman, c'est un bouleversement. Donc, ben, là, ma première fille, Manon, j'étais plutôt à l'aise. Je me sentais bien dans mon rôle de maman. Et puis, ben, j'ai un deuxième enfant, Raphaël. Tu en as toujours un dans la fratrie qui vient te bousculer. Et là, ben, c'est celui-là. C'est-à-dire que j'ai Raphaël et c'est comme si il fallait tout recommencer à zéro. J'avais plus de mode d'emploi. Je me retrouve face à un bébé qui pleure beaucoup, qui a des besoins, mais j'arrive pas toujours à y répondre. Bon, j'ai envie de dire, avec une belle maman qui était parfois un peu très présente et qui me donnait beaucoup de conseils, mais qui me culpabilisait beaucoup. Et en fait, j'arrive avec un enfant qui grandit, et qui pleure beaucoup et dont j'ai du mal à m'occuper. Et tout d'un coup, un jour, il a 13 mois. Et quand il a 13 mois, je me dis, mais au fond, si j'utilisais des signes pour l'aider à communiquer et pour peut-être moi-même mieux me faire comprendre. Et ben voilà, je vais faire ça. Je vais aller à un atelier de signes avec mon bébé. Je savais qu'aux États-Unis, ça existait. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en France, ça n'existait pas et qu'il allait falloir que je me débrouille par moi-même. Donc, j'ai acheté un dictionnaire, un gros pavé, un gros livre qui était arrivé dans ma boîte aux lettres et c'était donc un dictionnaire de langue des signes. Mais là, j'ai très vite compris que la langue des signes et les signes pour les bébés, c'était pas tout à fait la même chose. Parce que, évidemment, en feuilletant mon dictionnaire, j'ai bien vu qu'il y avait plein de vocabulaire qui n'allait pas du tout lui servir. Le vin, pas trop. Le champagne, n'en parlons pas. Donc, non. Alors, en fait, il fallait faire du tri et se dire, OK, de quoi mon enfant aurait-il besoin? Qu'est-ce qui serait utile pour lui? J'ai fait ma petite liste et puis j'ai commencé à apprendre les signes et les utiliser avec lui. Donc, le soir, je lui dis par exemple, Raphaël, est-ce que tu veux boire de l'eau? Tu veux de l'eau? Donc ça, c'est le signe de l'eau. Je lui présente son verre d'eau et puis voilà. Et en fait, progressivement, bah, à force moi-même d'utiliser cet outil, il a très vite compris, très vite fait des liens entre le concept, le mot et le signe. Donc, pour lui, bah, il savait très bien que s'il faisait l'eau avec son index, j'allais le comprendre et lui donner à boire. Et voilà comment j'ai mis ça en place en revoyant aussi, et ça c'est important, toute ma manière de communiquer, la manière dont je m'adressais à mon enfant, qui n'était certainement pas toujours très qualitative. Une communication où parfois je ne le regardais pas, ou bien je faisais autre chose, je ne me rendais pas suffisamment disponible. Peut-être que je ne me mettais pas suffisamment à sa hauteur à l'époque. Donc, le fait d'utiliser des signes m'a aussi remis dans cette dynamique de attention, je m'adresse à un enfant et donc il va falloir que j'aille à sa rencontre et que je me mette à sa hauteur. Donc voilà, c'est tout ça qui a changé dans mon quotidien. Donc, si à l'époque, je me disais, eh ben, c'est pas facile d'être la maman de Raphaël, ben, aujourd'hui, je me dis, eh ben, ça a été chouette d'être sa maman. Bon, je le suis toujours, mais maintenant, il a 15 ans, donc vous voyez bien que je suis dans beaucoup d'autres façons de communiquer avec lui. Mais merci Raphaël, parce qu'il a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Donc voilà, mon parcours professionnel aussi en a forcément été dépeint, enfin, en tout cas, on a découlé. J'ai eu un troisième enfant qui s'appelle Sarah, une petite fille avec qui j'ai signé dès la maternité en me disant, Sarah, tu n'auras pas d'excuses. Sarah, tu auras les signes tout de suite. Après, tu les utiliseras, oui ou non, je ne sais pas, mais voilà, moi, je te donne le package. Évidemment, je n'ai pas tout signé avec elle, mais j'ai très vite signé. Je signais par exemple le bain pour lui dire, Sarah, je vais te donner ton bain ou tu vas téter. Et voilà. Et en fait, dès le début, j'ai commencé avec elle. Et Sarah l'a signé à 6-7 mois à peu près. Elle a commencé à faire des petits signes. Et voilà, ça, après, elle a fait son petit bout de chemin de petite fille. Donc, ça a été ma découverte. C'est-à-dire, en tant que maman, j'ai vu à quel point pouvais me sentir démunie et à quel point ça a aidé mon enfant et ça a aidé surtout notre lien, notre relation.
Ensuite, eh bien, j'ai refait mon parcours professionnel parce que la formation pour adultes, c'était bien, mais ça me demandait de me déplacer beaucoup. Et avec 3 enfants, ben, ce n'était pas facile. Donc, j'ai commencé à être assistante maternelle. J'ai demandé mon agrément, j'ai passé mon agrément et j'ai accueilli 4 enfants à la maison. Alors ça a été aussi pour moi quelque chose d'extraordinaire parce que, ben oui, certes, quand on accompagne nos propres enfants, c'est pas toujours simple, mais quand on accompagne les enfants des autres, c'est encore autre chose. Parce que ben, on a affaire à des enfants qui ont chacun des histoires différentes, des parcours différents, des parents différents, une éducation différente, peut-être une culture différente, une langue différente. Bref, vous le savez parce que vous accompagnez des enfants, c'est avec chaque enfant une nouvelle aventure aussi. Et utiliser les signes en tant que professionnelle, en tant qu'assistante maternelle, ça a été un vrai plus dans ma pratique. Parce que j'ai toujours présenté ça comme quelque chose qui allait m'aider, moi, professionnelle, à mieux accompagner l'enfant de ses parents qui me confiaient leur enfant, en fait. Et c'est comme ça que j'ai expliqué aux parents que ça allait être un vrai plus, un accompagnement dans la bienveillance, dans l'écoute, quelque chose de très personnalisé. Donc, les parents étaient un peu frileux parce que c'était, je vous parle de ça, alors que ça n'existait même pas en France encore. Donc, voilà, les parents découvraient et ils m'ont suivi dans mon souhait, mon goût pour la communication et ça a donné des belles choses. Et puis ensuite, j'ai travaillé en crèche. J'avais envie aussi de rejoindre un collectif. C'est vrai que travailler chez soi, c'est dur, c'est pas facile, on est isolé. Mes enfants grandissant, eh bien, je me suis dit, je vais aller travailler avec des collègues. Ça me manquait un peu, même si je voyais des collègues assistantes maternelles. Donc, j'ai été auxiliaire en crèche. Et là, eh bien, j'ai découvert que, c'est pas facile la crèche, hein, parce que oui, la collectivité, eh bien, pour les tout petits, ça peut être assez compliqué à vivre, assez difficile. Et puis pour nous, adultes, professionnels, on est beaucoup sollicités. Il y a des pleurs, l'adaptation n'est pas évidente. Donc, eh bien, utiliser l'outil, ça a été un vrai plus. Un vrai plus pour les équipes dans lesquelles je suis passée. Et j'ai essayé toujours de transmettre cet outil à mes collègues. Et ça fonctionnait bien. Et d'ailleurs, on avait des fois des collègues d'autres équipes qui venaient faire des remplacements chez nous et qui disaient, mais chez vous, c'est extrêmement calme. Oui, parce que utiliser les signes associés à la parole, ça donne ce côté un peu plus calme. Peut-être on est plus dans un partage, dans une communication à double sens. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, je ne suis plus sur le terrain. Alors parfois à mon grand regret, parce que les collègues me manquent, parce que les enfants me manquent, mais je suis contente de continuer à accompagner les professionnels et aujourd'hui, je suis formatrice. Et puis, j'ai écrit aussi beaucoup de livres. Là, je suis, je crois, au 11e qui va sortir là prochainement. Je vous ai mis la petite couverture. Il s'appelle Même loin de toi, je t'aime. C'est la première fois que je fais un petit livre pour les enfants. Donc, peut-être qu'il va rejoindre vos bibliothèques chez vous ou chez vous professionnels dans les structures. C'est un petit livre qui parle de la séparation, comment on se sépare de son parent pour une journée, comment on se sépare de sa mamie parce qu'elle habite loin, comment on se sépare de son chat qui va chez le docteur, etc. Donc, c'est les petites séparations, comment on peut accompagner l'enfant. Donc, c'est une thématique qui me tient à cœur parce que je sais que c'est toujours un petit peu sensible chez l'enfant. Donc, c'est 3 petites histoires que vous pourrez bientôt retrouver dans les librairies. Voilà, qui sont réunis en un seul livre, toujours avec des QR codes et des vidéos, parce que moi j'aime bien que ce soit visuel et les signes c'est très visuel, donc sans les QR codes et les vidéos, je vois pas comment on peut faire. Donc voilà ce qui m'amène aujourd'hui et j'ai créé bien sûr, j'ai créé un organisme de formation parce que j'ai pas envie de garder toutes ces connaissances et j'ai envie d'accompagner d'autres personnes, beaucoup de professionnels, des parents aussi. Donc j'anime plein de formations pour donner cette connaissance à tous et donner cet outil. Donc voilà en quelques mots. Alors justement, les formations que vous pouvez trouver, allez sur le site internet d'Éveil et Signes. Hein. J'ai créé une petite académie comme une école en fait où vous pouvez venir vous former et on peut aussi venir jusqu'à vous. Je dis on parce qu'on est une grosse équipe aujourd'hui. Hein. Maintenant, on est 70 animateurs sur toute la France qui font des ateliers parents-enfants. Donc il y a forcément une animatrice, il n'y a pas de garçon.
Bah oui, il n'y a pas de garçon. Donc forcément, une animatrice qui est près de chez vous et qui peut animer des ateliers par enfant. Et puis nous, on peut aussi venir vous former. Et moi aussi, je suis toujours sur le terrain, j'aime beaucoup ça. Alors, d'où vient cet outil? Parce que c'est vrai que souvent, on me dit, mais tu sais, ça vient de sortir ce truc-là, hein. Signer avec les bébés, là, c'est à la mode, hein. Alors, oui, mais sachez que c'est un outil qui réellement est plutôt vieux. C'est quelque chose qui a été créé dans les années 80. Donc, on ne peut pas dire que c'est le dernier truc à la mode qui vient de sortir et qui est né de la dernière pluie. Non. Cet outil, donc le fait d'utiliser les signes avec les bébés entendants, est né aux États-Unis et donc dans les années 80, ça fait donc plus de 40 ans. Alors, qui a créé ça et comment il a eu cette idée-là? C'est ça qu'on a envie de savoir. Le créateur, le papa, je vais dire, pas le bébé, mais le papa du bébé cygne, c'est le docteur Joseph Garcia. Alors lui, ce monsieur moustachu là, il est marrant parce que au départ, il n'est pas du tout en lien avec les jeunes enfants. Il est interprète en langue des signes américaine. Donc vous voyez, ça s'appelle ASL, American Sign Language. Et en étant interprète, eh bien, il a beaucoup d'amis sourds et beaucoup d'amis entendants. Donc chacun, puisqu'ils ont tous la trentaine, ils ont tous des bébés. Et puis, en allant manger chez les uns, manger chez les autres, il se dit, mais alors là, il y a quelque chose à comprendre. Les enfants chez mes amis sourds n'ont pas du tout le même comportement que les enfants chez mes amis entendants. Ça, c'est bizarre quand même. Alors, ça tombe bien, parce que ce monsieur Garcia, il est en train de passer un doctorat et il lui faut faire un mémoire. Et il se dit, mais bon sang, c'est génial, je vais faire mon mémoire sur cette thématique. Pourquoi et comment, et voilà, je vais décortiquer le comportement des enfants qui ont des parents sourds et des enfants qui ont des parents entendants. Parce que oui, il a noté des différences énormes. Et en fait, qu'est-ce qu'il a remarqué? Que les enfants qui ont des parents sourds ont accès beaucoup plus précocement à une communication, donc sont capables d'abord de mieux comprendre, ils comprennent mieux les concepts, ils comprennent mieux même ce qui est abstrait, ils comprennent mieux les expressions un peu plus complexes. Et eh bien, quand tu comprends mieux, forcément, tu es plus rassuré. Donc, moins de pleurs, moins d'angoisse, plus serein. Ben, c'est génial. Et en plus, quand les bébés commencent à se saisir des signes et commencent à signer, eh bien, ce sont des bébés qui s'expriment très vite et donc qui sont très vite compris parce que ils vont finalement émettre un signe qui va être compris du parent et le parent peut ajuster sa réponse tout de suite. Si l'enfant signe de l'eau, on peut répondre en donnant de l'eau et on ne va pas donner sa tétine parce qu'on a bien compris qu'il s'agissait de l'eau. Voilà, c'est en fait cette accessibilité, cette facilité à communiquer qui font des enfants plus sereins, plus sûrs d'eux aussi, parce que je suis capable, je peux me faire comprendre, même si j'ai que 13 mois, même si j'ai que 18 mois, j'ai des capacités. Donc, ça agit aussi sur l'estime de soi, sur oui, je suis un être à part entière et je peux à la fois me faire comprendre et à la fois être entendue dans mes demandes. Et puis, bah, côté parent, la facilitation, évidemment, de comprendre tout de suite l'enfant et de pouvoir tout de suite ajuster sa réponse. Donc, quand il remarque ça, il se dit, mais attends, chez mes amis entendants, comment ça se passe là? Là, 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 là. Quand les bébés n'arrivent pas à se faire comprendre, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah mince, il s'est roulé par terre. Oh, bah mince, il a mordu son parent. Je vais dans les extrêmes, mais on sait tous quand on travaille avec des enfants que ça arrive quand même quasi quotidiennement, des morsures ou des tapes, ou voilà, parce que l'enfant, il a cette frustration de ne pas pouvoir se faire comprendre, de ne pas pouvoir communiquer correctement et avec quelque chose qui lui est accessible. Donc, le moyen qu'il a, et on le comprend, c'est des gestes agressifs, des comportements qui ne sont pas toujours adaptés, certes, pas toujours, mais qui sont finalement spontanés parce que ne pas pouvoir s'exprimer, c'est quelque chose qui est très frustrant.
Donc, ce monsieur Garcia, eh bien, il a fait cette découverte et il se dit, mais attendez, là, mes amis entendants, moi, j'ai quelque chose à vous donner. Je vais vous donner un package de 40 signes et avec 40 signes, vous allez donner ça à vos bébés. Attention, vous n'allez pas leur donner un cours, vous allez juste leur donner en communiquant et puis vous ajoutez des signes dans votre communication. Et vous allez voir que vos bébés vont moins pleurer, vont avoir des comportements plus adaptés, plus sereins aussi, et ils vont mieux se faire comprendre surtout. Donc vous-même, vous allez gagner du temps et vous allez être plus serein. Ça a marché. Bien sûr que ça a marché. Parce que l'enfant, lui, il demande que ça, de communiquer, mais juste quand il n'a pas le moyen, c'est normal, ça l'énerve, ça l'agace et ça lui donne envie de mordre. Moi aussi, des fois, j'ai envie de mordre. Hein. Par exemple, si je vais dans un pays étranger et que je ne connais pas bien la langue, bon, je vous rassure, je n'ai jamais mordu personne encore, mais parfois, on est là, cette frustration, on la connaît, on dit, punaise, j'ai envie de lui dire ça, mais comment je vais faire? Je ne sais pas le faire. Eh bien, voilà, c'est ça que l'enfant ressent quotidiennement et on comprend que si moi, je ne vais pas mordre parce que je vais me raisonner, l'enfant n'a pas cette possibilité de se raisonner, donc il va mordre. Voilà. Donc ça, on peut l'entendre. Alors, Monsieur Garcia, donc merci à lui parce qu'il est le papa de cet outil. Évidemment, lui, vous voyez bien, il est proche de la communauté sourde. Donc lui, il propose les signes tels quels. C'est-à-dire qu'il ne va pas les modifier, les simplifier. Les signes de la langue des signes américaine sont différents de la langue des signes française. Chaque pays a sa propre langue des signes. La langue des signes n'est pas universelle. Souvent, on entend est-ce qu'il y a une langue des signes universelle? Non. Chaque pays a sa langue des signes. Et ne me dites pas c'est dommage, parce que c'est la même chose que pour une langue orale. Nous, le français, on n'a pas envie de nous dire bah, maintenant, dorénavant, vous parlerez quotidiennement l'allemand. Bah, on aime bien, mais nous, on aime bien notre langue, quoi, quand même. Voilà. Donc, et puis, la langue est liée à la culture. Donc, nous, on est français, on a notre culture française et on a notre langue française. Si on habitait en Italie, on aurait notre langue aussi. Eh bien, c'est pareil pour la langue des signes. Ici, on parle la langue des signes française. Aux États-Unis, la langue des signes américaine. Et chaque pays a sa propre langue des signes. C'est ça qui est chouette. Voilà, donc M. Garcia est un élément très important, une personne très importante dans la diffusion de cet outil, dans la création même. Et puis, le relais a été pris dans les années 90 par deux femmes qui s'appellent Linda Acredolo et Suzanne Goodwin. Alors, elles sont pas du tout proches de la communauté sourde et franchement, elles en ont un peu rien à cirer. Hein, c'est pas leur préoccupation première. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles, par contre, elles sont très développement de l'enfant. Elles sont focalisées là-dessus et elles comprennent très vite que l'enfant, quand il a accès à une certaine gestuelle, il a les clés en fait pour communiquer plus, pour se faire comprendre facilement et lui-même pour mieux comprendre ce qui se passe, donc mieux anticiper. Donc ça, elles l'ont très très vite compris et elles ont appelé leur outil Baby Signs. Et avec Baby Signs, la petite différence avec Monsieur Garcia, c'est que elles, comme elles s'en fichent de la langue des signes, elles, ce qu'elles voient, c'est le côté gestuel. Et elles se disent, bah, oh, le signe water. Oui, parce qu'en américain, on fait water comme ça pour dire de l'eau. Alors, j'avoue que le W n'est pas si facile à faire. Hein. Water, du oh, c'est compliqué, les bébés, ils ne vont pas savoir le faire, les parents encore moins. Bon, allez, water, c'est bien avec l'index. Voilà. Donc, elles ont été plutôt partisanes de modifier les signes, de les simplifier. Voilà, c'est leur philosophie, elles ont choisi ça. Voilà. Donc ça, c'est la période vraiment où le bébé signe a commencé à conquérir le monde. Je dis le monde, oui, parce qu'elles étaient, elles, en Californie, mais elles ont su diffuser l'information, elles ont su faire connaître les signes, enfin le bébé signe, on va dire, à travers le monde, au Canada et dans d'autres pays du monde, dans les pays du Nord, etc. Je vais vous dire, à part la France, hein, parce que bah, la France, voilà, la France a des frontières parfois un peu trop hermétiques et on attend un peu des fois que ça se fasse un peu partout, que les autres expérimentent et puis Putain, bah, ça y on est. verra. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu du temps avant que ça n'arrive en France, cet outil, et il est arrivé en 2006. Oui, vous l'avez bien entendu, 16 ans plus tard, hein, c'est-à-dire que, et même 26 ans après Monsieur Garcia.
Donc, les gens ont bien eu le temps d'expérimenter. Il y a eu 2 générations, hein, presque. Et voilà, on a vu les bienfaits, mais le temps que ça se mette en place en France, on a mis un certain temps. Donc 2006, pourquoi 2006? Eh bien, il y a eu les premiers ateliers parents-enfants, les ateliers de signes, qui ont été proposés par l'association Signe avec moi. Donc, Signe avec moi a été créé par 2 personnes qui s'appellent Nathanaël Bouillet-Charles et Monica Compagnies. Elles deux ont créé cette association qui s'appelle Signe avec moi, qui est toujours existante, et elles ont commencé à former des personnes qui elles-mêmes formaient les parents via des ateliers. C'est comme ça que c'est arrivé en France. Et puis, petit à petit, c'est rentré dans les familles, c'est rentré dans les institutions, dans les crèches. Voilà, les asthmates ont été formés aussi. Et voilà, progressivement, ça prend de l'ampleur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que c'est à la mode. Mais en réalité, voilà, ça a mis un certain temps avant d'entrer un peu partout et de se faire connaître. Mais évidemment, comme tout outil, il y a aujourd'hui, et je le déplore, énormément de dérives, des choses qui font que cet outil a mauvaise presse parfois et que je me retrouve face à des personnes qui sont un peu réticentes en me disant bah oui, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas et j'entends parce que parfois, ce n'est pas bien mis en place. Donc, ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, en 2009, moi-même, j'ai créé Éveil et Signe. Éveil et Signe, c'est mon bébé, mon 4e, on va dire. J'ai 3 vrais bébés humains et j'ai mon 4e bébé qui est Éveil et Signe. Moi, je suis dans la même mouvance que Monsieur Garcia, c'est-à-dire que je suis très proche des sourds et de la communauté sourde. Je suis bilingue en langue des signes. J'ai des amis sourds, je suis très très proche de cette communauté et j'ai même une binomette, je l'appelle ma binomette, donc mon binôme qui s'appelle Manon Quagliotti, qui est sourde et dont la langue maternelle est la langue des signes. Parce que je tiens justement énormément à respecter les signes de la langue des signes, j'ai pas envie moi qu'on les modifie, qu'on les simplifie parce que c'est une langue qui a beaucoup été malmenée. Voilà, la communauté sourde a eu du mal à avoir accès à sa langue et encore aujourd'hui, c'est le cas. Donc, je n'ai pas envie qu'on modifie les choses et au contraire, on va vraiment beaucoup respecter les signes. Donc ça, j'en reparlerai après. Enfin, presque après, puisque c'est tout de suite. Alors, pourquoi j'ai choisi, moi, d'utiliser les signes de la langue des signes française? Alors, d'abord, parce que les signes, on a cette chance, ils sont iconiques, visuels. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je fais le signe de l'arbre, oui, le signe de l'arbre, on le voit bien, il y a le tronc et il y a les branches. Donc là, tout va bien, on le reconnaît très, très bien. Si je fais l'escargot, oui, on voit très bien les cornes de l'escargot et sa tête toute ronde. Et puis, il rampe comme ça sur le sol. Si je fais biberon, comme vous voyez ici sur l'image, on pourrait finalement mettre en superposition la photo de la maman qui donne un biberon et puis le signe. Et ils se superposent complètement parce qu'on n'est pas dans le mime. Le mime, on fait chacun à notre manière et puis on essaye de faire deviner à l'autre. Le signe, ça n'a rien à voir. Le signe, c'est quelque chose de très précis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme on veut. La main ici tient le bébé, elle est en main plate comme ça. Et puis l'autre main, elle est en pouce ouvert. On va l'appeler le A parce que c'est vraiment la lettre A dans la langue des signes française. Et le A, pourquoi? Parce que justement pour le bébé et pour les sourds, quand on parle avec un sourd, c'est beaucoup plus clair que si on faisait ça pour mimer l'action de donner le biberon. Parce que qu'est-ce qu'on tient comme ça? Eh bien, un verre, une bouteille, une gourde, une tasse, un concombre. Trop de choses. Ça n'a pas de sens, ce n'est pas assez précis. Donc, pour faire un signe, il faut que ce soit très précis et que notre main ressemble à l'objet ou ressemble à la manière dont on utilise quelque chose, l'objet. Donc ici, hop, le biberon, on va avoir à la fois le contenant, là où on met le lait, et puis la tétine pour faire biberon. Biberon. C'est ce qui est intéressant. Voilà pourquoi moi j'ai choisi d'utiliser les signes de la langue des signes, mais ce n'est pas tout. C'est que j'imagine que, alors moi je suis très proche des sourds, mais j'imagine que peut-être demain,
vous allez accueillir chez vous à la maison ou à la MAM ou à la crèche un parent sourd. Si on décide de modifier les signes, de les simplifier, bah, en fait, on est dans une même problématique, c'est-à-dire qu'on a du mal à se comprendre, on ne sait pas comment faire, on va dire quelque chose avec notre gestuelle et le parent peut comprendre autre chose. Pourquoi se compliquer la vie alors qu'on peut utiliser les mêmes signes? Et si on explique aux parents, on parle de dormir ou on parle du biberon, eh bien pour lui, c'est très clair, il comprend. Donc, utilisons les signes en fait. De plus, et ça, j'ai vraiment envie de vous montrer ça parce que c'est vraiment chouette. De plus, on dispose tous d'un même référentiel, un référentiel commun qui nous permet de retrouver les signes. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer des signes ce soir. Et puis, si vous les avez oubliés demain, eh bien, vous saurez les retrouver. Je vais vous dire comment. Et vous les retrouvez aussi gratuitement. Alors que si on crée un nouveau code, si je fais comme mesdames Linda Credolo et Suzanne Goodwin, je crée un nouveau code, mais vous êtes obligé d'acheter mon dictionnaire parce que c'est moi qui l'ai créé. Tandis que là, eh bien, ce sont des signes qui sont accessibles à tout le monde. Alors justement, puisque je parle de référentiel commun, eh bien, je vais vous parler d'Elix. Si vous mettez en place cet outil et que vous cherchez du vocabulaire, je vous invite à aller sur Elix. Elix, c'est un dictionnaire en ligne, mais vous pouvez l'avoir aussi sur vos portables. Hein. C'est une application qui est gratuite et qui a été faite par l'association Signes de Sens qui est à Lille. Et aujourd'hui, on est partenaire, c'est-à-dire que on veut faire les choses correctement, les choses bien. Et on a, ma collègue Manon et moi, on a intégré, vous allez voir, des vidéos pour que les parents nous repèrent aussi dans Elix. Parce que Elix, c'est ouvert à tout le monde. Donc, même les entendants qui apprennent la langue des signes, s'ils veulent chercher le vin, je vous montre le vin, mais s'ils veulent chercher le vin ou s'ils veulent chercher, je ne sais pas, quelque chose qui n'a rien à voir avec un enfant, ils peuvent le trouver sur Elix. Mais moi, je voulais que les parents aussi puissent repérer, et les professionnels, les signes qu'on utilise, nous, avec les enfants. Et donc, si vous regardez dans Elix, vous allez voir qu'il y a juste à taper le mot. Par exemple, ici, je mets papa. Et si je mets papa, il y a plusieurs choix. Et ici, en dessous, vous avez le choix de la vidéo avec le petit logo. Et donc, vous pouvez retrouver le signe qu'on va utiliser, nous, avec les bébés entendants. Et qu'on utiliserait avec un bébé sourd, tout pareil. C'est-à-dire ici, papa, par exemple. Papa. Alors, avec la petite pince ici qu'on va mettre sur le côté de la bouche, papa, en référence à sa moustache. Donc, s'il n'en a pas, eh ben, on fait quand même papa comme ça. Donc, c'est le vieux signe, hein, c'est comme ça qu'on dénommait le papa, c'était son signe particulier, celui qui avait la moustache, donc papa. Voilà la petite nouveauté qui fait que, oui, je trouve que c'est plus intéressant de proposer les vrais signes de la langue des signes, même si ça demande plus d'exigence. Ça permet aussi, entre collègues, d'avoir tous le même référentiel et de ne pas transformer les choses. Voilà pour Elix. Est-ce que vous avez des petites questions déjà, hein? J'avais dit que je ferais des petits temps de coupure pour vous laisser la parole, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors pour le moment, il n'y a pas de questions, Isabelle. Ça veut dire que je suis extrêmement claire ou ça veut dire que tout le monde est parti? Ouais, ou alors non, ils sont pas partis, ils sont là, mais c'est surtout peut-être qu'ils ont un peu peur de poser la première question. En tout cas, il y en a pas. Oh ben non, oh ben non, je vais continuer, c'est pas grave. Mais Exactement. n'hésitez pas en tout cas parce que c'est vraiment bon. Après là, c'est vrai que c'était sur l'histoire, donc il n'y a peut-être pas de grand-chose à demander. Mais j'ai une Mais question qui vient d'arriver. ah, Est-ce que le langage des signes peut retarder l'apprentissage du langage oral? c'est bien ça. Bien sûr, j'ai fait plusieurs générations d'enfants retardés au niveau du langage. Non, évidemment, c'est une blague. Non. Alors, on va le voir parce que justement, on va aller voir le pourquoi du comment, mais quel est l'intérêt réellement? Et est-ce que effectivement, ça va avoir un impact sur le développement du langage? Oui, non. Si oui, comment? Positivement? Négativement? Bon, si c'était négatif, je ne serais pas là aujourd'hui, évidemment, vous vous en doutez. C'est une excellente question et c'est une question que, oui, tout le monde devrait se poser parce que on est dans la communication et on a affaire à des enfants entendants. L'enfant entendant, sa langue, c'est la langue orale.
Donc, notre objectif à nous professionnels ou à nous parents, c'est de l'accompagner vers l'oral. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. On va voir que justement, utiliser des signes, c'est le soutenir dans ce processus. Moi, j'aime bien comparer, vous allez voir, j'aime bien comparer le 4 pattes de la marche à les signes associés à la parole pour le langage oral. C'est-à-dire, pour moi, c'est une étape, mais ce n'est pas suffisant pour l'enfant. C'est-à-dire que se mettre à 4 pattes, se déplacer à 4 pattes ou sur ses fesses, hein, ou peu importe, en rampant, c'est une étape nécessaire pour se mettre debout et avoir l'assurance après de pouvoir marcher sur ses 2 jambes. Pour moi, la communication non verbale, si je vais plus globalement, c'est prendre de l'assurance, c'est apprendre à communiquer, c'est se mettre à 4 pattes quelque part et commencer à se dire « Allez, il faut que je me mette sur mes 2 jambes. Ah oui, maintenant que je sais faire le signe, bah maintenant je vais commencer à dire le mot et puis après, bah, je vais essayer de me faire comprendre avec ce mot, etc. » C'est absolument un processus normal. Donc, on ne va absolument pas être dans le retard de langage. D'ailleurs, les bons orthophonistes, aujourd'hui, ont dans leur cabinet, et leurs cabinets sont remplis d'enfants, en particulier d'enfants qui ont des retards de langage. Et bien souvent, leur première préconisation, c'est de dire « on va passer par de la gestuelle, on va proposer des signes ». Et bien souvent, ça décoince plein de choses, ça débloque, parce que l'enfant, il a accès à une communication qui lui est plus facile, donc il y va, et puis après, les mots arrivent tranquillement. Il faut qu'on fasse confiance aux enfants. Ils ont beaucoup de compétences, et ça, vous le savez, parce que vous les accompagnez tous les jours. On leur fait confiance, on sait que 5 signes, ça ne leur suffit pas pour tout dire. C'est évident. Et puis, ça ne suffit pas pour parler à la boulangère, à la dame qu'on croise dans la rue. Non, ce n'est pas suffisant. Ça permet par contre à celui qui prend soin de nous d'être vraiment en relation très très forte et de bien se comprendre très vite. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Mais ça, on gagne en confiance en l'autre, en confiance en soi-même. Donc, c'est que du positif. C'est que du positif. On va le revoir puisque justement, on arrive là-dessus. Donc, très bonne question. Pourquoi utiliser les signes avec des bébés entendants? Quelle drôle d'idée puisqu'ils sont entendants. Mais oui, et on va voir que effectivement, quand un bébé pleure, on n'a pas toujours la clé pour répondre à ça, pour trouver exactement ce dont il aurait besoin. Est-ce qu'il a besoin de boire son biberon? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a besoin de son doudou? Est-ce qu'il a besoin d'être pris dans les bras? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a sommeil? Est-ce qu'il a mal à son ventre? Est-ce qu'il a eu peur de quelque chose? Tellement de choses. Quand on voit un bébé pleurer, on se dit, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Donc, évidemment, on a dans notre tête toutes ces propositions qui arrivent et on fait vite le tri. Alors, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Ah oui, ça doit être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. On a nos pistes. Est-ce qu'on tape toujours juste dans notre réponse? Non. C'est évident que non. Sinon, il n'y aura plus de pleurs. Si on essaye et qu'il y a des pleurs de nouveau, eh bien, on a compris qu'on n'avait pas trouvé la bonne réponse aux besoins. Donc, c'est vrai que ça peut être frustrant, même côté adulte, de ne pas comprendre le pleur de l'enfant et de ne pas parvenir à l'apaiser, le calmer et répondre bien correctement à son besoin. Parce qu'il a beaucoup de besoins et parce qu'il ne sait pas les dire avec des mots. Qu'est-ce que parfois on aimerait que l'enfant nous sorte une petite pancarte, tu sais, j'ai peur ou j'ai faim. Mais il n'a pas ça. Il n'a pas sa pancarte. Donc, comment faire pour le comprendre? Eh bien, les signes sont une des réponses. Évidemment, au-delà des pleurs, l'enfant, il développe une communication non verbale très riche. Donc là, c'est mon fils Raphaël. Alors, si vous voyez, il a toujours la même bouille, mais c'est un ado. Donc, évidemment, il y a plein de choses qui ont changé. Mais ça me rend un petit peu nostalgique. Donc, oui, l'enfant, il est non-verbal à fond parce qu'il n'a pas le choix, tout simplement. Il ne peut pas être dans le verbal, il ne peut pas parler avant que déjà son appareil phonatoire ne soit prêt, ne soit mature. Donc, comment il fait en attendant? Eh bien, oui, il pleure, ça c'est la première chose qui indique qu'il a un besoin, mais pas que. C'est-à-dire quand on regarde un bébé, on voit qu'il a des mimiques faciales.
Un bébé qui a mal à son ventre, on va le voir, il va être crispé. Un bébé qui est bien, qui est serein, il va sourire, il va rigoler. Un bébé qui va être apeuré, il va essayer de se cacher ou il va s'enfouir, enfouir sa tête dans les bras de quelqu'un. On a vraiment un langage non verbal qui est très riche. Mais parfois, c'est à peine assez suffisant. Là où on va aller creuser, nous, c'est la gestuelle. Évidemment, c'est ça qui va nous intéresser ce soir. Et les gestes, oui, les bébés font beaucoup de gestes. Donc là, on voit Raphaël, par exemple, qui pointe du doigt. Le pointage, ça en fait partie. Et le pointage, d'ailleurs, c'est un élément du développement du langage. C'est très important parce que le pointer quelque chose, c'est demander à l'adulte le nom de cette chose. C'est aussi attirer l'attention de l'autre. C'est communiquer. C'est apprendre à nommer ce concept. Donc là, c'est avoir l'attention conjointe. Donc, le pointage, c'est énormément utilisé par l'enfant et c'est très, très important dans le développement du langage. Mais on va voir qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les gestes que le bébé crée par lui-même. Et ça, c'est extrêmement fantastique. Si vous regardez un bébé, il a des gestes qui lui sont propres, qu'il a créés de toutes pièces et que le parent comprend. Incroyable. Bon, évidemment, des fois, il n'y a que le parent qui comprend. Et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que quand l'enfant, après, il nous est confié chez nous, assistante maternelle ou chez nous en crèche, eh ben, nous, on n'a pas le décodeur. Bon, alors évidemment, le parent va nous guider, mais en plus, on sait très bien que les bébés n'ont pas les mêmes comportements chez nous que chez eux à la maison. Donc, eh ben, on est un petit peu embêtés. Mais ils ont cette faculté-là de créer des gestes. Alors, par exemple, moi, je me rappelle d'une petite fille, elle avait un doudou avec des très grandes oreilles. Et quand elle était fatiguée, elle prenait son doudou et elle grattait comme ça, avec son index, hein, elle grattait l'oreille du doudou. Quand elle n'avait pas de son doudou sous la main, hein, elle cherchait son doudou. Elle allait voir chaque enfant et puis elle venait me voir et elle faisait ça. Et tout le monde savait qu'elle cherchait son doudou. C'était juste incroyable parce qu'on ne lui avait pas montré ça, mais c'était son geste à elle et puis tout le monde le comprenait et puis ça marchait, quoi. Donc on était tous en train de chercher le doudou. Donc oui, l'enfant, il a cette faculté, cette compétence d'être un être gestuel. Arrive ensuite la période, moi, que j'adore, c'est la période des gestes conventionnels. Alors là, le bébé aussi, il s'éclate avec ça. Pourquoi? Parce qu'il comprend que les adultes utilisent au quotidien des gestes pour dire quelque chose, pour accompagner une parole, et qu'en plus, ce geste peut être utilisé à distance, et veut dire quelque chose. Et là, on voit eh bien, un bébé qui va commencer à applaudir. Parce que ça, c'est un geste conventionnel qu'ils aiment beaucoup utiliser. Applaudir, faire au revoir avec sa main, faire un petit chut, voilà, un petit rappel à l'ordre du chut, ou un non, 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 ou un petit j'envoie un baiser, etc. Ça, ce sont des gestes que les bébés adorent. C'est-à-dire que d'abord, ils adorent observer, imiter. Au début, ils sont dans l'imitation, mais il n'y a pas forcément de sens. Hein, ils ne mettent pas de sens dans ce geste. Mais progressivement, ils comprennent très vite que au revoir, ça ne se fait pas quand on arrive quelque part. Ça se fait quand quelqu'un s'en va. Et là, on voit les enfants, tous les enfants dire au revoir à tous les parents qui partent, par exemple, dans une section. Et ça, c'est rigolo de voir tous les enfants qui font au revoir, en général, à tous les parents, sauf aux leurs. Voilà, donc ça, c'est normal, c'est la séparation qui n'est pas forcément bien vécue. Mais voilà, c'est chouette de voir que les enfants se saisissent très facilement des gestes conventionnels. On se dit, attends, l'enfant, il peut applaudir. C'est-à-dire que tu les vois, par exemple, ils empilent leur cube, ils poussent la tour, et là, ils s'auto-applaudissent. Ah, il a compris qu'applaudir, c'était féliciter. Il s'auto-félicite. C'est pas mal comme concept quand même, hein. S'il est capable de faire bravo, s'il est capable de faire au revoir, s'il est capable de faire chut, de faire les marionnettes, eh bien, il est capable de faire de l'eau quand il a soif. Il est capable aussi de dire, par exemple, qu'il a besoin qu'on change sa couche, etc. Finalement, ce n'est pas de la surstimulation, c'est vraiment naturel, c'est-à-dire qu'on vient enrichir
cette palette de gestes qu'il a déjà, parce qu'au quotidien, on utilise tous des gestes, mais là, on va lui donner d'autres gestes qui s'appellent des signes. Et ça, c'est important aussi. J'aime pas quand on dit des gestes. Ah, tu fais des gestes avec les bébés. Non, je fais des signes. Pourquoi j'aime pas? Parce que gestes, on peut faire tout comme on veut, quoi. Et c'est pas grave. Ben, en fait, des signes, c'est très précis. Comme les mots dans une langue. Tu vas pas changer l'ordre des lettres, ça va pas, quoi. Donc voilà, c'est être très précis, utiliser des signes. Mais grâce aux signes, eh bien, il a beaucoup plus de possibilités d'expression. Il n'est pas limité et cantonné à ses simples bravo et au revoir. Non, là, il peut nous dire plein de choses. J'ai eu peur, j'ai peur. Voilà. Et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment de se dire, il est capable et en plus, je lui donne plus de choses pour qu'il soit encore plus à l'aise dans la communication. Voilà comment on va donner les signes à un bébé. Vous avez vu la Raphaël sur la petite photo. Là, il signe encore, par exemple. Donc, encore, attention, il est souvent faux, ce signe-là. Je vois qu'il est mal transmis dans les structures ou auprès des assistantes maternelles. Donc, j'attire votre attention pour bien faire le signe. Souvent, je le vois avec l'index. Peut-être que ça vous parle. Ça, c'est pas encore. Ça veut dire autre chose. D'ailleurs, ça veut dire, je vais vous dire, parce que j'ai horreur quand les gens me disent ça veut dire autre chose, mais ne me disent pas ce que ça veut dire. Donc, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quand. Dans la question, quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que j'ai rendez-vous? Quand est-ce que le plombier il passe faire l'entretien? Tu vois, quand? Ça n'a rien à voir avec encore. Encore se fait comme ça. Donc, vous voyez, vous avez la petite main en angle droit et celle-ci, c'est main plate. Et on va faire encore. Pourquoi originellement ce signe-là, quand il y a très longtemps, les sourds le faisaient de cette manière-là, encore. Pourquoi? Parce que ça représentait l'assiette et ça, la grande cuillère, la louche, tu vois, tu en remets encore dans mon assiette. C'était ça, en fait. Tu me remets une ration. Et maintenant, on le fait comme ça. Encore. Évidemment, l'enfant peut s'en saisir à sa manière. Donc, beaucoup d'enfants, c'est vrai, s'en saisissent avec l'index. Alors, même la main écartée, ils font ça souvent. Mais parfois, ils font ça. Parfois, ils font comme ça. Parfois, ils font... moi, j'avais une petite fille que j'accueillais qui faisait ça, par exemple. Ou qui faisait ça. Voilà, ça, le bébé s'en saisit à sa manière, peu importe. Le principal, c'est qu'on se comprenne. Par contre, c'est important que nous, adultes, on garde toujours la référence. Sinon, l'enfant va être complètement perdu. Et puis, on va tous faire les signes à notre manière et puis ça va devenir du grand n'importe quoi. Donc, oui, les signes associés à la parole, c'est un vrai plus pour que l'enfant ait encore d'autres moyens de s'exprimer. Attention, ce n'est pas une méthode d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Je veux vous en parler parce que chez les assistantes maternelles ou en crèche, ce que je vois, ça m'horripile. Attention de ne pas en faire une méthode d'apprentissage et de ne pas enseigner, transmettre les signes au bébé. Ça ne se passe pas comme ça. Les signes associés à la parole, c'est comme la langue orale. On ne donne pas un cours à un bébé pour lui apprendre à parler. On ne lui dit pas « demain, je vais t'apprendre les conjonctions de coordination ». Déjà, je serais bien embêtée parce que je ne sais plus ce que c'est. Mais en plus, quel est le sens? Ça n'a pas de sens. Donc, quand j'entends parfois « Oh, bah nous, à la crèche, on fait des ateliers autour des signes et autour des couleurs et on leur apprend les couleurs. » J'ai envie de vous dire, pourquoi faire? À quoi ça sert? Quel est l'objectif? Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je trouve que là, on dépasse complètement l'outil. Ici, on est dans un outil qui sert à l'enfant qui n'a pas encore accès à la parole pour lui donner un moyen de parler de lui. Pas d'apprendre quelque chose, de parler de ses besoins, de parler de ses ressentis. Il ne va pas venir en pleurant et en disant « je veux du noir » ou « je veux du blanc ». Pas du tout. Donc, les couleurs sont inutiles. Il ne va pas non plus venir me dire, alors ça j'en suis certaine, je veux du poireau. Donc, ça ne sert à rien de lui montrer les légumes. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on va lui donner que ce qui est nécessaire pour lui. Pas parce que juste on aime bien apprendre des signes et on va tout donner aux enfants. Non, attention à ne pas déborder du cadre et rester dans l'objectif. C'est un outil qui est utile pour l'enfant. Ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir à l'adulte parce qu'il a envie d'apprendre.
Par contre, vraiment, je vous dis, si un jour vous avez envie d'apprendre la langue des signes en tant que langue, mais courez apprendre la langue des signes, allez voir des sourds qui ont des associations et qui vont vous former à la langue des signes. Là, je vous y encourage. Mais voyez que ce sont deux choses différentes. Il y a les signes pour les bébés, ce que moi j'appelle les signes associés à la parole. Donc, je ne parle pas du tout de langue des signes, je parle pas de langage des signes, non, c'est pas ça. C'est signes, des bébés signes, signes associés à la parole. Ou il y a la langue des signes, et essayez de dire langue des signes plutôt que langage parce que c'est une vraie langue. Donc, langue des signes qui là est utile pour communiquer avec des sourds. J'espère que vous avez bien compris la différence et attention de ne pas faire d'amalgame. Attention aussi à ne pas être dans je transmets j'enseigne au bébé à signer. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est parce que moi, adulte, j'utilise l'outil que l'enfant va aussi le comprendre, le prendre s'il en a besoin. C'est parce que je lui dis, est-ce que tu veux de l'eau, qui va apprendre le signe de l'eau. Ce n'est pas en disant, tiens, tu vois ça? Ça là, c'est de l'eau. À partir de maintenant, si tu veux ça, si tu veux de l'eau, tu fais ça avec ton index. Tu le plies 2 fois. De l'eau, de l'eau. Attends, ce n'est pas du tout ce que tu fais. Je vais prendre tes mains et je vais te montrer avec tes mains. Ça, on oublie, ça ne marche pas et ce n'est pas dans une optique d'être dans une écoute de l'enfant et dans un accompagnement bienveillant. Là, c'est un outil qui est en libre choix. On le propose parce qu'on l'utilise nous-mêmes. Viens, Arthur, tu viens avec moi. Je vais changer ta couche. Voilà, et j'emmène Arthur avec moi. Changer la couche, voilà, il l'a vu 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée, 4 fois. Demain, on recommence, après-demain, on recommence. C'est parce que je m'adresse à lui que j'utilise ce signe que demain, si j'ai besoin qu'on change ma couche, tiens, j'ai fait une selle, je vais aller voir Isabelle, je vais lui dire que j'ai besoin qu'elle change ma couche. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on est dans un respect mutuel de l'adulte et de l'enfant. Donc, quel est l'intérêt justement de cet outil? Alors, on va voir l'intérêt pour les bébés et puis l'intérêt pour les professionnels. Donc, on se penche d'abord du côté du bébé. Isabelle, il y a des petites questions. Est-ce que tu peux y répondre? Alors, attends, je reviens en arrière et je réponds. Bien sûr. Alors, lorsque dans un couple, l'un des parents n'est pas français et n'a pas le français comme langue maternelle, qui doit utiliser les signes à la maison? Alors, c'est pas très clair. Je ne sais pas si on parle J'ai de... compris. Parfait. Moi, j'ai compris. En fait, c'est génial quand il y a une famille bilingue, c'est-à-dire un parent qui parle une langue, moi je vais donner mon exemple, mais un parent qui parle anglais et puis un parent qui parle français. Et on se dit, OK, les 2 parents sont là, ils parlent chacun leur langue au bébé. Attention, est-ce qu'on peut mettre les signes associés à la parole en plus? Alors parfois on me dit, est-ce que ça ne va pas faire trop de mettre 3 langues? Est-ce que c'est une langue, les signes associés à la parole? Non, ce n'est pas une langue. C'est un outil. Ça veut dire que pour ce parent-là et pour ce parent-là, ce qu'on peut leur proposer, c'est chacun d'utiliser le même signe sur le mot dans chaque langue, désignant le même concept. Je vais vous donner un exemple parce que dit comme ça paraît hyper compliqué, alors qu'en fait, il n'y a pas plus simple. Exemple, je suis anglaise et je dis à mon enfant, « You're going to eat ». Vous avez reconnu le signe, il s'agit de manger. Et mon mari va dire, « Eh, tu vas manger ?» Donc, pour manger et pour le verbe to eat en anglais, eh bien, on va poser le signe manger. L'avantage ici, c'est que chacun est dans sa langue, mais grâce au signe, on crée un pont, en fait, entre les 2 langues. Ce qui est extraordinaire pour l'enfant, parce que d'abord, ça lui permet de mieux comprendre et de comprendre qu'en fait, chaque langue désigne au fond les mêmes idées, les mêmes concepts, juste c'est la manière de s'exprimer qui est différente. Et le signe va faire comme une union. Moi, c'est ça que j'aime bien justement, c'est l'union entre les 2 langues, entre les 2 cultures. C'est extraordinaire. J'aurais presque envie de refaire un enfant pour revivre ça. Mais non, ça y est, je suis trop vieille, le moule est cassé. Voilà, c'est génial le bilinguisme. Et il n'y a pas longtemps, justement, je suis intervenue dans une crèche où on parle allemand, c'est pour ça que ça m'est venu l'allemand tout à l'heure. Et mais mon Dieu, mais il y a des bébés qui pleurent d'entendre l'allemand toute la journée parce qu'ils ne connaissent pas. En fait, c'est qu'à la maison, ils parlent français et puis tout d'un coup, ils sont accueillis, on ne parle que allemand. Mais ça fait peur. Ah, mais moi-même, je crois que j'aurais peur.
Et en fait, il y a une section où on parle qu'allemand, et puis il y a une section où on parle qu'en français. Et j'ai dit aux professionnels, mais maintenant vous allez utiliser les signes, ça va être génial parce qu'on va pouvoir dire à l'enfant willst du Wasser? Et Wasser, on va mettre, oui, c'est un peu raide, hein, Wasser, on va mettre eau. Est-ce que tu veux de l'eau? Willst du Wasser, c'est la même chose, mais dans chaque langue, on va à chaque fois poser la même image, une image commune que l'enfant peut comprendre. Et là, peut-être qu'il pleurera un peu moins. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, elles m'ont rappelé et elles m'ont dit, mais attends, il y a beaucoup moins de pleurs. Ah bah oui, mais tu m'étonnes. C'est-à-dire que quand tu ne comprends pas une langue, c'est anxiogène. Et quand c'est l'allemand, c'est encore pire, je pense, parce que c'est très dur comme langue. Et ben voilà. Donc ça, c'est une super question et c'est une super solution d'utiliser au contraire une image qui est commune aux deux langues. J'espère que ça a été clair pour vous. Très clair, Isabelle. Une deuxième question. Est-ce qu'on associe gestes et syllabes? Alors, on associe signe, je préfère dire signe, vous l'avez compris, signe et mot. Un signe égale un mot. C'est-à-dire qu'on va éviter de signer sur toute une phrase et les mots, enfin les signes, pardon, ont des mouvements. Par exemple, si je pense au gâteau, gâteau, ici on tape 2 fois. Eh bien, là, on va l'associer au mot gâteau. Il s'avère que ça tombe juste. C'est génial, c'est-à-dire que le mouvement de taper 2 fois correspond au nombre de syllabes, gâteau. Donc, c'est là que, quand on parle développement du langage, vous imaginez bien que quand on signe, déjà on ralentit le débit de parole, mais en plus, le fait d'ajouter le signe, on donne un rythme à nos mots et en fait, on permet à l'enfant de bien voir l'articulation, comment on place notre bouche, comment on dit le mot et qu'en plus, le signe va accompagner, le mouvement accompagne, c'est génial. Donc oui, souvent, on a cette chance-là que ça matche. C'est-à-dire, gâteau, ça marche, encore, ça marche, papa, ça marche. Bon, évidemment, comme dans toute langue, il y a des exceptions. Par exemple, l'eau, oui, on plie 2 fois. Parce que si on plie une seule fois, ça veut dire autre chose. Et donc là, vous devriez me demander qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a horreur de ça, de nous laisser comme ça. Ça veut dire commencer. Par exemple, je peux dire ça y est, tu es en études là en ce moment, tu es à l'université? Oui, oui, je viens juste de commencer. Ça, c'est commencer. Pourquoi on signe comme ça, commencer? Tu te dis, mais quel rapport avec l'eau? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est juste que le verbe commencer, c'est là, ça va représenter la personne qui est au bord d'une piste. On va imaginer la piste d'athlétisme. Tu as tous les gens qui sont alignés pour partir en course. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui va, paf, tirer le coup d'envoi et la course peut partir. Eh bien, c'est ça, commencer. Commencer, c'est tirer le coup d'envoi. Voilà. Donc, et quel rapport avec l'eau, du coup? L'eau, rien à voir. L'eau, on plie 2 fois parce qu'on va mimer ici, représenter la forme du robinet, qui est un petit peu comme ça, arrondi. Et voilà. Et le fait que ça coule en continu. Donc, c'est pour ça qu'on le fait 2 fois. Donc, de l'eau, par exemple. Voilà pour les syllabes, donc qui vont être plutôt, on va dire, un signe égale un mot. Voilà. Et attention, évidemment, de ne pas faire le signe sur toute la phrase, par exemple, de dire c'est papa qui vient te chercher ce soir? Parce que là, on ne sait plus ce que c'est là. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que c'est venir chercher? C'est confus. Donc, on va faire plutôt c'est papa qui vient te chercher ce soir. Alors oui, ça paraît très simple. Non, ça ne l'est pas forcément. Ça demande d'avoir l'habitude. Et ça, je peux l'entendre. Mais c'est un accompagnement qu'on peut aussi faire avec vous pour que ça devienne plus automatique, pour que le signe vienne se coller vraiment au mot. Et vous verrez qu'après, vous êtes tellement habitué que même si vous êtes au restaurant, vous allez dire je voudrais encore. C'est juste naturel. Et après, tu dis pourquoi je signe avec ce monsieur qui me regarde avec des yeux bizarres. Voilà. Donc, voilà pour les syllabes et les mots. J'espère que ça a été aussi clair pour vous. Donc, je vais continuer. C'est bon? Dernière question qui est ça va. intéressante. Alors, lorsqu'on a commencé à utiliser le bébé signe avec un enfant, est-il conseillé de continuer à l'utiliser? Et si oui, jusqu'à quel âge? Alors, je vais dire que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de développement du langage. On a vu tout à l'heure justement la question du retard du langage. Notre objectif, ce n'est pas que l'enfant signe. Notre objectif, c'est que l'enfant parle. Ça veut dire quoi? Si un enfant à 2 ans, il vient me voir, il me dit
Isabelle, on va bientôt manger. Est-ce que je vais lui dire, oui, on va bientôt manger? Non, je vais éviter, en fait, avec cet enfant qui parle très bien, d'utiliser les signes du quotidien parce que ça y est, c'est acquis le langage. J'ai envie de dire mission accomplie. Donc, pourquoi revenir en arrière? C'est un peu comme si je disais à un enfant qui commence à marcher sur ses deux jambes, hé, pourquoi tu vas pas à quatre pattes? Tu vas plus vite à quatre pattes. Puis c'est mignon quand tu vas à quatre pattes. Oui, je vois bien que tu fais des efforts, mais enfin, tu vois bien que tu vas pas très, très vite comme ça sur tes deux jambes. C'est un peu ça, je caricature, évidemment. Mais attention, c'est important. Quand l'enfant il commence à parler et qu'on comprend bien ce qu'il nous dit, eh bien, c'est important d'arrêter de signer. Parce que pour le coup, c'est aussi lui dire, je te reconnais comme un enfant qui parle, je comprends ce que tu me dis. Ça veut dire que tu es en train d'évoluer, tu grandis, et c'est chouette. C'est important de reconnaître ses compétences. Donc, attention à ça. Tombez pas dans le piège de oh ben nous, on maintient les signes. Pourquoi faire? Enfin, quel est l'objectif? À quoi ça va lui servir? Pas à grand-chose. Maintenant, il y a juste du vocabulaire qui resterait dans la vie de l'enfant, je pense, plus longtemps, ce sont les émotions. Parce qu'on sait très bien que exprimer une émotion, quand on a 2 ans, quand on a 4 ans, quand on a 5 ans, quand on a 8 ans ou plus, c'est compliqué. Et que si on peut le faire avec un signe, eh ben, il vaut mieux faire plutôt le signe de l'émotion au lieu de taper ou de mordre, ça, évidemment. Ou d'aller bouder et de ne pas réussir à parler. Donc, les émotions, pour moi, c'est un vocabulaire qui peut rester dans la vie de l'enfant. On peut lui dire, ah bah oui, je sens par exemple que tu es déçu, tu es déçu. Et puis lui-même peut peut-être l'utiliser ou triste. Mais oui, je vois bien que tu es triste. Parfois, il ne peut pas le verbaliser, mais il peut le signer. Donc moi, ça me va. C'est-à-dire que les émotions, oui. Par contre, les signes du quotidien, on arrête un moment. Bon, il faut reconnaître qu'il a grandi. C'est comme si un enfant ne portait plus de couches. Et puis tu dis, ouais, mais là, bon, je vais t'en mettre une parce que comme j'en mets une à ton copain, bah, j'en mets une à toi aussi. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc ça, c'est très important. Par contre, les comptines, on peut continuer. C'est-à-dire même si l'enfant parle bien, on va être dans autre chose. C'est-à-dire que finalement, le signe, ça va être plus peut-être une dextérité. C'est plus aussi apprendre les mots, le sens des mots, jouer avec les rimes et pourquoi pas mettre des signes, c'est encore jouer avec son corps. Donc là, ça n'a pas le même objectif. Donc je suis OK pour les comptines, mais le vocabulaire, non, faut arrêter de signer quand les enfants parlent bien. Voilà, c'est ça le truc. Je vais continuer du coup. Alors l'intérêt, quel est l'intérêt? Vous l'avez compris parce que j'ai dit déjà tellement de choses sur l'intérêt. L'intérêt premier, et pour moi, je trouve que c'est tellement important, c'est que ça permet à l'enfant, quand nous, on utilise des signes, de mieux comprendre. Parce que ça matérialise, y compris des choses qui sont parfois très abstraites pour l'enfant. Par exemple, je suis sûre que vous utilisez le signe travail, donc il se fait avec les 2 points serrés, et travail. Pourquoi on signe ça comme ça? Parce que il y a très longtemps, c'était imagé, c'était l'ouvrier qui tapait sur le pieu pour l'enfoncer dans la terre. Eh bien, c'est resté. Donc, c'est travail. Donc, on va dire à l'enfant, ton papa est parti à son travail. Et c'est important, ce signe, oui, parce que ça permet de matérialiser un endroit complètement méconnu de l'enfant et qui pour autant emmène son parent loin de lui. Donc, c'est très anxiogène le mot travail, alors que tu sais pas où c'est, tu sais pas. En plus, les parents, ils ont 2 boulots différents. En plus, ils n'ont pas toujours les mêmes horaires. En plus, ils me laissent toute la journée loin d'eux à cause de cette espèce de travail. Ils savent pas ce que c'est le travail. Ils n'y sont jamais allés. Donc, le fait de le matérialiser par ce signe, ça rassure. Bien sûr que ça rassure. Et je dis cet exemple pour travail, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, les signes, ça leur permet de mieux comprendre, ça leur permet d'être rassurés. On anticipe plus. Donc, eux-mêmes sont plus en capacité d'anticiper puisqu'ils comprennent mieux. Donc, ça, c'est vraiment le premier avantage, intérêt. Et j'y tiens beaucoup parce que parfois, il y a des personnes qui me disent, tu vois, bah, les signes associés à la parole, avec cet enfant-là, ça ne marche pas. Alors, quoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, il ne signe pas. Ah,
Est-ce que c'est ça qu'on attend de lui? Pas du tout. C'est-à-dire que le mettre en place dans une crèche, le mettre en place chez soi en tant qu'assistante maternelle, dans sa pratique professionnelle, ce n'est pas attendre que l'enfant signe. On n'attend pas ça de lui. S'il signe, c'est très bien, c'est rigolo, c'est mignon, c'est génial, ça nous permet de mieux comprendre. Mais s'il se fait comprendre autrement et que lui se sent bien avec ça, bah, je me dis, c'est même presque encore mieux, parce que ça veut dire que moi, je réponds de manière très ajustée à ses besoins. Et il me le signifie, parce qu'il n'a même pas besoin des signes. Donc, doucement, avec cette attente, cette pression, il faut un petit peu peut-être décentrer l'attente et se dire, peut-être que les signes peuvent lui permettre de mieux comprendre. Et déjà, ça, c'est énormissime. Donc, avec cet enfant-là, bah, de dire que ça ne marche pas, je trouve que c'est réducteur. Parce que si ça lui permet de mieux comprendre, d'être rassuré, d'être apaisé, bah, bien sûr que ça marche. Bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment très important de un petit peu décentrer nos attentes. Si l'enfant s'en saisit, qu'est-ce qui va se passer? On imagine Pablo, il a 13 mois et il commence à signer. Comment est-ce que ça va changer sa vie, ce petit Pablo? Ça va changer sa vie qu'il va pouvoir exprimer ses besoins. Donc, certes, on a l'habitude de répondre aux besoins, mais on l'a vu tout à l'heure, parfois, on se plante. Et ça, l'enfant, il sait bien nous le dire. Parfois, on n'a pas accès, on ne sait pas et on passe à côté de quelque chose. Ici, eh bien, c'est lui qui a les rênes. C'est lui qui va nous dire. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? S'il nous demande biberon, on ne va pas lui proposer son doudou. On a bien compris ce qu'il voulait. Donc, on va le suivre. On va répondre à son besoin. C'est lui qui aura exprimé. Donc, c'est ça qui est absolument génial. Et en plus, il peut aussi nous parler de ce qu'il ressent. C'est-à-dire, j'ai mal ou j'ai peur. Un bébé de 14 mois qui signe « j'ai peur », je trouve ça énormissime. Parce que s'il n'a pas le signe, qu'est-ce qu'il fait? Il hurle, il pleure, il se cache, il devient blême. Et là, ça laisse la place à beaucoup d'interprétations. S'il me le dit lui-même, je dis « ah ok, tu as peur, qu'est-ce qui t'a fait peur ?» Et là, on va chercher. Mais on est déjà dans la compréhension de l'autre, dans l'empathie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le rendre acteur dans les interactions. Combien de fois j'ai parlé à un bébé, vous avez dû le faire. Oh, tu pleures. Bah oui, tu pleures, mais tu dois avoir faim. Bah oui, parce que maman m'a dit que tu avais mangé tôt ce matin. A-t-il de la place pour s'exprimer? Et si c'était autre chose que ça? Et si finalement je lui propose son biberon et il cale au bout de 10 millilitres? Il n'avait pas faim cet enfant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, souvent, nous adultes, et je m'inclus dedans parce que j'ai été la première à le faire aussi, on interprète, on présume qu'il a ça, on se dit qu'il a sûrement ça. Mais en soi, est-ce qu'on est sûr de nous? Est-ce qu'on est sûr surtout d'avoir raison? Parfois oui, mais l'enfant nous dit que non. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se dire, ok, je n'ai pas toute la science infuse et je ne sais pas toujours tout sur l'enfant et il a son propre prisme et j'ai le mien. Et viens, je te donne un outil et viens à ma rencontre. On se rencontre tous les deux et on se dit ce dont on a besoin. On se parle et on est d'égal à égal dans cette relation. Je me rappelle d'une fois, je vais vous raconter ma petite anecdote de Lola. Lola, on est dans la cour, on avait sorti les vélos, tout ça, on jouait dehors. Je jouais évidemment, parce qu'on sait bien que les professionnels de la petite enfance jouent avec les enfants. Toute la journée, on fait que ça. Donc, on jouait dehors. Et puis, donc c'était de l'ironie, je préviens, parce que s'il y a des parents, c'est parce que souvent les parents nous disent « Ah, jouez bien, amusez-vous bien ». Bon, ce n'est pas un jeu d'être professionnel de la petite enfance, c'est un vrai métier et un sacré métier. Bref, je suis dehors avec les enfants, le groupe d'enfants, et puis c'est le moment de rentrer. Il faut aller manger quand même, c'est le midi, on va aller laver les mains, manger, bon, voilà, tout est calé. Sauf que je vois cette petite fille, 14 mois, Lola, qui s'assoit par terre, plouf, et qui commence à pleurer. Moi, parce que je connais bien Lola, je l'accueille depuis le tout premier jour, je suis sa référente, je sais ce qu'elle a. Je sais que Lola n'aime pas rentrer manger, elle préférerait jouer dehors, rester jouer dehors, elle adore jouer dehors. Je la connais par cœur. Donc, je pars vers elle avec cette idée-là et je m'installe à sa hauteur et je lui dis « Oh, Lola, tu pleures ?» Et j'avais très envie de dire « Mais oui, je sais, tu n'as pas envie de rentrer, mais
tu sais, on va revenir après la sieste tout à l'heure. J'avais envie de la rassurer. Sauf que je me suis tue et j'ai juste dit, oh, tu pleures, Lola. Alors, elle m'a regardée avec ses gros yeux pleins de larmes et elle faisait comme ça. Je dis, oui, oui, je vois bien que tu pleures. Et tout d'un coup, elle se met à faire le signe mal. J'ai mal. Alors là, je tombe des nues. Je ne l'ai pas vue tomber. J'ai vu personne lui faire mal. Elle était toute seule quand ça s'est passé. Je ne comprends pas d'où vient cette idée-là. Et puis, au bout d'un moment, elle me montre sa chaussure. Donc, on enlève la chaussure. Et puis, finalement, qu'est-ce que j'observe? Un petit caillou, tout petit caillou comme ça, qui venait bien l'embêter et bien se planter entre deux doigts de pied là. Ah, effectivement, ça fait mal. Donc, ça a été une bonne petite claque parce que je me suis dit, a posteriori, le soir, dans mon lit, si j'étais restée sur mon idée, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais dit à Lola exactement ce que je vous ai dit. Mais oui, Lola, on reviendra tout à l'heure. Je sais, tu n'as pas envie de rentrer, tu préférerais jouer dehors. Parce que comme je sais tout, puisque je suis l'adulte, je sais bien, les adultes ont toujours raison et ils savent tout. Donc, je sais ce que tu as. Tu n'as pas envie de rentrer. Voilà. Donc, petite parenthèse. Donc, j'aurais pris Lola dans mes bras. On serait rentré. Je lui aurais lavé les mains. On serait passé à table. À table, elle aurait toujours eu son caillou dans sa petite chaussure. Et donc, elle aurait peut-être pas du tout bien mangé parce qu'elle aurait encore pleuré et poussé l'assiette et pleuré. Et moi, j'aurais dit, oh, mais vraiment, t'es pas en forme aujourd'hui, Lola. Et puis ce soir, je vais dire à maman, bah oui, oh, bah, elle n'était pas en forme, Lola, aujourd'hui. Elle a chouiné, elle a pleuré, elle a nanana. C'est mon prisme. Je me trompe et je ne sais même pas que je me trompe. Et quelle confiance l'enfant peut avoir en moi parce qu'en fait, je raconte une histoire qui n'est pas la sienne. Je dis ça à son parent, mais l'enfant, il entend. Donc, il se dit, mais elle se fiche de moi, quoi, elle? C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais il peut pas le dire, l'enfant, en fait. Donc, c'est ça qui m'a un peu bousculée, à la fois dans ma pratique de professionnelle, parce que je me suis dit, mince. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ok. Donc non, on n'a pas la science infuse. Hein. Non, on ne sait pas tout. Et oui, on se trompe. Et après, en même temps, on est des êtres humains. Et c'est bien de se tromper parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Mais c'est chouette aussi que l'enfant puisse nous dire ce dont il a besoin. Et ça change tout dans la relation. C'est pour ça aussi que j'ai marqué enrichir le lien d'attachement. On sait que le lien d'attachement, il est lié à la réponse aux besoins. Plus ma réponse est ajustée, c'est-à-dire vraiment ajustée à l'enfant, plus l'enfant il a confiance en moi, plus il s'attache et plus le lien est sécure. Et on le sait aujourd'hui, hein, même si à l'époque c'était John Bowlby qui le disait, mais on le sait, si le lien il est sécure entre l'enfant et sa figure d'attachement, alors l'enfant il est prêt à découvrir le monde avec une grande confiance. Donc là, c'est mission accomplie. Voilà. Et puis, bah, évidemment, l'enfant, lui, il se sent écouté, il se sent compris, ça lui donne une extrême bonne estime de soi. Et on sait que ça, c'est un cadeau qu'on lui fait pour la vie. Parce que l'estime de soi, on en a besoin pour se construire, pour être un individu bien dans ses baskets. Donc voilà, ça, pour moi, cet outil, il a tout cet effet-là. Il a l'effet aussi, évidemment, de soutenir ses compétences de communication, hein, d'en faire un être qui parle de lui. Et ça, c'est génial. Et puis, bah, côté adulte, et oui, côté adulte, ça permet aux professionnels de donner la parole à l'enfant, de moins interpréter. Vous l'avez vu dans l'exemple avec Lola, c'était l'exemple typique. C'est non, là, cette fois-ci, je suis à ton écoute. Donc, ok, je vois que tu pleures. Et je vais être juste dans le factuel. Tu pleures, Lola. Ou tu penses à ton papa. Parce que combien de fois aussi, autant le signe travail est utile quand l'enfant se sépare le matin et que son parent s'en va à son travail. Oh, papa s'en va à son travail. Timothée, oui, toi, tu vas passer la journée avec nous à la crèche ou tu vas rester chez moi, chez Nounou, par exemple. Voilà, ça, c'est OK. En revanche, toute la journée répéter à l'enfant que son parent est à son travail, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Je l'ai découvert vraiment avec les enfants. Un jour, je travaille en crèche, dans une crèche où il y a plusieurs sections et je suis dans la section des moyens. On est à table et puis j'ai mon petit groupe là où tout le monde est en train de manger. Voilà. Et puis, j'ai à côté de moi une petite fille qui s'appelle Aliénor.
Et puis, Aliénor, elle mange pas de bon cœur, elle picore, mais en même temps, je la vois vraiment rêver. Elle est dans ses pensées. Ça arrive parfois, hein, je vois bien que ses yeux sont un peu dans le vague. Bon, au bout d'un moment, je l'interpelle parce qu'évidemment, il faut quand même manger à un moment et puis tout le monde avance et puis pas elle. Donc, je l'interpelle, je dis, oh bah Aliénor, tu rêves? Et puis elle me regarde, et puis au bout d'un moment, elle me fait le signe papa. Alors, elle faisait comme ça, elle tapotait ici. Alors, elle me fait ça, donc je lui dis, ah, tu penses à ton papa? Alors, grand sourire. Elle insistait, je lui dis, oui, tu penses à papa? Et puis tout d'un coup, je la vois faire ça. Alors, il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour comprendre que ça, c'est une moto, hein. Euh, Moi, je ne savais même pas qu'elle savait signer moto, en fait. Mais moto, alors je dis, ah, tu me parles d'une moto? Je dis, papa, il a une moto? Mais quand j'ai dit ça, mais son sourire est monté jusqu'à ses oreilles. J'ai compris. Ah, j'ai compris, d'accord. Tu me parles de papa et papa, il a une moto. D'accord. Et puis voilà, je vous passe les détails. On a passé la journée. Le soir, le papa vient. Eh bien sûr, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire, votre fille a pensé à vous ce midi, elle m'a parlé de vous. Donc là, le regard du père était très dubitatif. J'ai bien senti au départ que, oui, bon, ça va quoi. Tu vas pas me la raconter. Donc, je dis, bon, bah oui, elle a pensé à vous. Moi, j'étais très enthousiaste, bon, contrairement à lui. Jusqu'à ce que je lui dise, bah oui, voilà ce qui s'est passé. Et puis, elle m'a parlé d'une moto. Et là, mais alors, il se décompose, sourire aussi grand que celui de sa fille le midi, sourire aux oreilles, larmes aux yeux. Elle a parlé de moi à table. Mais oui. Il me dit, mais elle vous a raconté notre week-end, en fait. Ah bon? Il me dit, oui, j'ai acheté une moto vendredi. Je suis rentrée avec. Elle a eu très peur de la moto. Elle voulait pas en entendre parler. Elle voulait pas passer à côté de la porte du garage tellement c'était affreux pour elle. Et là, eh bien, petit à petit, on a essayé de faire les choses parce qu'elle signait peur à chaque fois qu'elle passait à côté de la porte. Donc, ben, on a essayé avec ma femme de l'accompagner, de lui dire, bah oui, mais papa, il va aller au travail avec sa moto. Enfin, bref, il l'accompagne, quoi. Et puis, au bout d'un moment, ils disent, bah oui, la moto, ils ont cherché leur Helix, ils ont trouvé le signe moto. Et puis, petit à petit, elle voulait bien aller près du garage, puis elle voulait bien aller dans le garage, et puis toucher la moto, etc. Je vous la fais courte. Le papa, il était aux anges. Il me dit, mais elle a pensé à ça, quoi, ce midi. C'est incroyable. Et je me dis, mais heureusement que j'ai pas fait comme je faisais d'habitude. C'est-à-dire, si elle me parle de son papa, je dis, bah oui, il est à son travail. Il va venir te chercher ce soir. Allez, on tourne la page, on passe à autre chose. Dommage, trop dommage. Et là, ça m'a été vraiment une révélation, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, il faut qu'on arrête vraiment d'être toujours dans papa était au travail ou maman était au travail. Parce qu'on coupe la communication et on ne laisse pas de place à autre chose. Donc, je l'ai remplacé par tu penses à papa ou tu me parles de maman. Je fais maman aussi parce que maman, on ne l'a pas trop fait, hein. Maman, on va être avec une main plate comme ça sous la poitrine. Bon, je me relève un petit peu. Maman. Je dis, ah, tu penses à maman ou tu me parles de papa? Et en fait, parfois, ça suffit. On n'est pas obligé toujours de dire où ils sont, hein. Des fois, ça suffit pour que l'enfant il soit content, rassuré. Je reprends mon petit fil. Évidemment, vous avez bien compris que plus on ajuste notre réponse, plus on favorise le lien, plus l'enfant il a confiance en nous et on lui montre aussi notre confiance. Être à son écoute, ne pas meubler à tout prix, ne pas faire les réponses aux questions qu'on pose, c'est lui faire confiance. Se dire, OK, c'est toi, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais ce que tu ressens. Maintenant, je te donne un moyen pour me le dire et je suis à ton écoute. Vas-y, parle, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu, c'est de donner la parole à l'enfant et de se rendre disponible pour être à son écoute. Et c'est pas si simple, hein. C'est pas si facile. C'est pas faire mumuse avec les signes. C'est pas juste faire des choses avec nos mains et c'est rigolo. Non, c'est un vrai outil d'accompagnement. C'est une vraie remise en question aussi sur notre pratique, sur notre manière d'accompagner l'enfant, d'être comme dans la photo ici où je suis en train de parler avec Elliot qui a 5 mois et où je lui dis, ouais, j'étais brune à l'époque, hein, j'ai changé de bord entre-temps. Et je dis à Elliot, je vais changer ta couche, Elliot. Et que Elliot, 5 mois, ou Salim, qui a 18 mois,
je vais les accompagner de la même manière. C'est-à-dire, je vais arrêter d'être à la porte de la salle de bain si je suis en crèche et de crier son nom. Salim, tu viens, je vais changer ta couche. Ça ne sert à rien et ce n'est pas qualitatif. On le sait tous, mais on le fait tous en même temps. Et moi, je l'ai fait des milliers de fois peut-être. On arrête avec ça. C'est-à-dire que si on met en place les signes associés à parole, c'est aussi de se dire, je change d'attitude, je change de posture. Parce que je suis obligée d'aller jusqu'à l'enfant. Le change, c'est pas juste quand j'allonge l'enfant et que j'ouvre sa couche. Le change commence quand je viens le chercher. Vous savez très bien que dans un collectif, peut-être plus encore en crèche que chez l'assistante maternelle, bon, j'ai travaillé dans les deux milieux, donc je sais, mais en crèche, c'est encore plus le cas. On est dans un collectif, donc l'enfant, il se sent un peu noyé dans ce collectif, c'est normal. Donc, le moment du change, il est important parce qu'on remet de l'individuel. Je me déplace, tu te rends compte, je viens jusqu'à toi parce que tu es une personne importante, je viens te chercher là. D'ailleurs, on le sait très bien, quand tu appelles un enfant à distance pour lui dire que tu vas changer sa couche, il y en a combien qui viennent? Franchement, j'aimerais bien faire une statistique sur le nombre d'enfants qui viennent vraiment quand on les appelle à travers la pièce. En réalité, quasiment aucun. Et en plus, comme tu lui as dit ça à distance, il cafouillage, il n'a pas envie de venir, tout ça, il va prendre le bac, il va vider les jouets, tout ça. Et en plus, tu vas avoir du rangement en plus à faire. En plus, en général, comme tu es quand même toujours à la porte, tu vas choper le premier enfant qui passe à côté de toi, clac! Bon, tu vas peut-être le prévenir quand même. Gaspard, je vais changer ta couche. Et hop, tu l'attrapes et tu vas le changer. Aujourd'hui, quand je prends le recul nécessaire, je me dis, waouh! Alors oui, on est dans un timing serré. Oui, on a tant de changes à faire avant le repas. Oui, c'est speed. Mais réellement, on pense gagner du temps. Est-ce qu'on en gagne? J'en suis pas sûre. Et surtout, on a perdu la qualité de la relation ici. Donc, eh bien non, je ne vais pas prendre Gaspard. Je vais aller jusqu'à Salim. Je vais me mettre à sa hauteur et je vais lui signifier, Salim, tu viens, je vais changer ta couche et je vais tendre ma main. Et dans 90% des cas, il va me donner la main, il va venir avec moi. Parce que je serai allée le chercher personnellement. Oui. Et c'est ça aussi, cet outil, la force de cet outil, c'est d'être dans de la relation individuelle. J'ai pas dit qu'il fallait passer 15 minutes individuellement avec chaque enfant à raconter une histoire avec des signes. Non, j'ai dit dans un soin quotidien qui est le change, je peux mettre des signes et je peux le rendre vraiment individuel ce moment et lui faire ce cadeau-là parce que pour se construire en tant que personne, il a besoin de cette individualité. Il n'est pas que membre d'un groupe, il est un individu à part entière. Et là, je le reconnais. Voilà. Donc, pour moi, les signes associés à la parole, c'est tout ça. Hein. C'est pas juste on fait 2-3 signes et puis basta, c'est fini. Non, c'est on revoit ensemble notre posture, on travaille sur notre manière de communiquer. Même assistante maternelle, j'ai beaucoup évolué dans ma pratique avec les signes et avec l'accompagnement que je pouvais proposer grâce aux signes. Donc voilà pour le côté intérêt. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Oui, il y a une question. Ouais. Alors, si en tant que parents, nous décidons de signer avec notre enfant, faut-il ou non associer notre nounou famille à cette démarche? Quel fonctionnement pourrait être envisageable avec eux? Oui, alors moi je trouve que c'est chouette quand tout le monde peut être formé, mais ça paraît aussi utopique quelque part. Moi j'avais ma belle-mère, elle n'en avait rien à faire des signes et mon fils pouvait taper 10 000 fois sur sa joue pour dire qu'il voulait un gâteau. Bah, le gâteau, s'il voulait, il avait plutôt intérêt de se débrouiller, de prendre le tabouret et de monter sur la chaise pour essayer de l'attraper. Parce que non, elle n'a jamais accroché et moi il me regardait comme une uluberlue en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, son fils il n'est pas sourd, pourquoi elle fait des signes? Donc, c'est difficile d'embarquer tout le monde dans cette mise en place de l'outil. Je peux l'entendre, en fait. Je respecte complètement. Donc, je ne pense pas que ce soit toujours facile. Après, rien n'empêche d'en parler. Je trouve que c'est chouette de pouvoir justement envisager les choses ensemble, d'en parler. Mais même moi, dans mon propre couple, je signais et mon mari, pas du tout. Ça, il accrochait pas. Enfin, c'est ce qu'il disait. Mais quand même, une fois, je l'avais bien attrapé parce que il ne me voyait pas. Il était en train de nourrir mon enfant et tout d'un coup, je le vois faire le signe encore. Je dis, non, mais pour quelqu'un qui ne s'en occupe pas du tout de ces signes, finalement. Hein. Donc oui, parfois, le parent, le grand-parent ou même l'assistante paternelle, elle a besoin de faire un cheminement, de comprendre l'intérêt et j'entends complètement. C'est normal, je trouve.
je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voir ce que ça donne vraiment avant d'y croire, avant de se dire ouais, peut-être que ça peut être efficace. Et justement, il y a beaucoup de parents dont je pense plutôt au second parent, par exemple au papa, qui dit non, 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 et qui voit finalement que son enfant commence à signer, ben, il est pris au jeu, puis il se dit waouh, mais en fait, mon enfant, il sait faire tout ça. Ça donne trop envie, en fait, de communiquer. J'aime bien quand c'est l'enfant qui emmène son parent vers ça. Mais voilà, c'est utopique de se dire qu'on peut tous s'y mettre. Alors après, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Je suis assistante maternelle et j'utilise les signes. Je pense fortement à les apprendre aux parents, car une fois chez eux, les enfants ont donc plus de mal à se faire comprendre quand ils signent leurs besoins. Très bien, c'est intéressant. Je te rejoins complètement. Dans les transmissions, c'est important d'en parler, même si le parent semble ne pas s'y intéresser. J'avais une maman quand j'étais assistante maternelle, j'accueillais sa fille, cette maman était très réfractaire, elle adhérait pas du tout, mais je lui avais dit, moi, c'est dans mon projet d'accueil, c'est important pour moi, pour avoir en tout cas la sensation de bien accompagner votre enfant. Elle me dit, oui, bon, si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Voilà, c'était la réponse que j'avais eue à l'époque. Et en fait, j'ai mis en place, et c'est une petite fille, évidemment, qui a beaucoup signé. De toute façon, c'est pour le parent réfractaire que l'enfant signe beaucoup. Et en fait, elle s'y est mise, la maman, mais en douceur, parce que c'est sa fille qui l'a emmenée là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que c'est très important de faire les transmissions. Même si je savais qu'elle était réfractaire, moi, je faisais quand même les transmissions. Je dis, votre fille aujourd'hui, elle a 9 mois. Attendez, elle avait 9 mois. Elle a 9 mois et elle a signé musique. Extraordinaire, quoi. Et la maman... Sauf qu'une fois, elle a été prise dans le truc où elle a vu sa fille signer en direct et elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, elle veut de l'eau. Et elle pliait l'index, la petite fille. Je dis, ah, elle veut de l'eau. Ah, d'accord, je ne savais pas. Bah, elle l'avait fait à la maison. Ah, bah, elle vous demandait à boire. Ah, d'accord. Et en fait, la maman, je l'ai vue peut-être comprendre des choses, peut-être avoir moins peur. Enfin, il y a des peurs et je peux l'entendre, hein. Et en fait, cette maman-là, s'y est intéressée parce que sa fille s'y est mise, et puis au début très réfractaire. Mais c'est important de faire les transmissions, oui. Je me rappelle, je vais essayer d'être court parce que je sais que je vais déborder, autrement j'espère que vous êtes tous encore là et intéressés. Mais j'ai une petite anecdote encore, moi j'adore les anecdotes, mais une fois j'avais une petite fille qui s'appelle Sarah, elle adorait dessiner. Donc dessiner c'est ça, hein, avec le V. Et puis, on se met comme ça un petit peu et on va comme ça faire des zigzags, dessiner. Donc moi, souvent, je disais, Sarah, est-ce que tu as envie de dessiner? Donc elle me regardait, oui, oui, oui. Et puis on allait vers l'endroit où il y avait les feuilles, les crayons et tout. Je tirais le tiroir et là, c'était parti. Tous les jours, je lui proposais, enfin régulièrement. Et puis un jour, elle vient vers moi, Sarah, et elle me fait ça. Alors là, mais je sais, alors je sais pas, je comprends pas ce que tu veux, Sarah. Oui, ça peut arriver qu'on comprenne pas. Alors Sarah, oui, je vois bien que tu veux quelque chose. J'ai pas compris. Et puis on cherche. Et puis elle me tire, elle m'emmène vers le placard des crayons. Tu veux dessiner? Et elle me regardait. Ah ben, genre, elle a enfin compris, la vieille, là. Donc, clac, clac, clac. Ah, dessiner, d'accord, ok. Oui, tu veux dessiner. Bon, sauf que l'erreur, c'est que je n'ai pas communiqué aux transmissions, je n'ai pas communiqué aux parents la manière dont Sarah s'était approprié ce signe. Et donc, le retour le lundi matin, parce que bien sûr, dans ces cas-là, c'est toujours un week-end. Dans le lundi matin, la maman me dit, écoute, il y a quelque chose avec Sarah parce que elle gratte constamment sa main, donc on se dit qu'elle s'est peut-être fait piquer par un insecte ce week-end, je ne sais pas, tu regarderas si tu vois quelque chose. Nous, on a cherché, mais on n'a pas trouvé, mais très insistante, donc je ne sais pas, j'ai mis de la crème, etc. Mais je pense que je me suis décomposée, j'ai dit, je sais en fait, c'était le signe dessiné. Et elle me dit, pardon? Je dis, bah oui, en fait, elle le fait comme ça, Sarah. Voilà, donc c'était évidemment, on a ri. C'était l'anecdote. Elle dit, en plus, j'ai failli te faire une vidéo, te l'envoyer. Je pas t'aurais dit, en fait. Voilà, c'était notre petite anecdote. C'est resté, après, on a écrit dans son cahier. Mais voilà, oui, c'est important de faire les transmissions. C'est important de montrer le vrai signe aux parents, dessiner, et de dire, voilà comment votre enfant se l'est approprié. Dessiner. Parce que si tu dis aux parents, oh, votre enfant, il a signé de l'eau aujourd'hui, de l'eau. Mais si l'enfant le fait comme ça, le parent ne va pas reconnaître. Donc, il faut lui dire toujours aux parents les deux.
C'est-à-dire, votre enfant se l'est approprié comme ça, mais le vrai signe, c'est ça, de l'eau. Et on ne corrige pas un enfant, on le laisse faire à sa manière, en fait. Ça, c'est très important. Donc, on le laisse faire. Et puis, nous, on va reformuler comme avec les mots. Ou quand l'enfant, il dit pestacle, on dit pas « Non, c'est un spectacle, s'il te plaît. Il y a le S avant le P. » Donc, on dit spectacle, spectacle. Tant que tu le diras pas bien, on n'ira pas au spectacle, tu vois. On va pas faire ça non plus avec les signes. Donc, on laisse faire à sa manière. L'important, c'est de le comprendre. Et puis, nous, on va répéter le signe. On va juste dire c'est de l'eau dont tu as besoin, c'est ça? Voilà, ok. On voit avec le sourire l'enfant où il fait un petit ou voilà, genre, eh ben, enfin, tu as compris. Voilà. Et c'est comme ça qu'on y arrive et qu'on se comprend. Je poursuis. Un mode d'emploi, vous l'avez compris, on ne peut pas signer de notre hauteur. On ne peut pas signer à distance. Utiliser les signes associés à la parole, c'est avant tout se mettre à la hauteur de l'enfant, le regarder. Comme ici, où je communique avec Loris, qui a à l'époque 13 ou 14 mois. Hein. Ah ben non, même moins que ça, parce que... Non, même moins que ça, il devait avoir peut-être 11 mois. Et puis, n'oubliez pas qu'on a affaire à des enfants entendants. Donc, on va parler avec des mots justes. On va éviter les pimpons, les tututes, les machins. Bon, non, on parle avec les mots justes et le signe aide aussi à ça. Le ton adapté, bien sûr, on utilise le moins possible les formulations négatives. On est plutôt dans les formulations positives qui vont aider l'enfant à mieux comprendre. Par exemple, parle doucement au lieu de ne crie pas. Hein, parce que les ne pas, je ne fais pas. Je préfère, dans le positif, ça marche beaucoup mieux, les consignes positives, et on le sait parce que le cerveau de l'enfant les comprend mieux parce que c'est plus direct. On va lui dire, par exemple, au lieu de dire ne cours pas, on va lui dire marche doucement. Ça fonctionne beaucoup mieux. On va être dans des phrases courtes. Ça sert à rien de faire des phrases qui sont très très longues. Alors tu vois, là je vais aller changer ta couche parce qu'après ça va être l'heure du repas et puis quand le repas sera fini, tu vas aller à la sieste. On va aller chercher Doudou et Tétine et tu iras dormir avec Doudou et Tétine. Et non mais on l'a perdu là. Et en plus, si tu le prends dans les bras, que tu te diriges vers la salle de change alors que tu lui as dit Doudou et Tétine et tu lui donnes pas son Doudou et sa Tétine ou que tu lui parles du repas et qu'on va pas manger finalement, ça va pas du tout. Donc, on est plutôt dans l'ici et maintenant. Je parle de ce qui va se passer tout de suite. Donc là, tout de suite, maintenant, je vais changer ta couche. Voilà, ça, c'est très important d'être dans l'ici et maintenant. Et puis, évidemment, on est aussi face à un enfant qui a besoin de temps pour s'exprimer. Donc, on va faire des petites pauses. Oh, bah oui, Lola, tu pleures? Et je ne dis plus rien. Je ne fais pas des suppositions. Bah oui, tu dois voir ça ou Non, stop, tu pleures. Ça, c'est une constatation et j'attends. Peut-être qu'il ne se passera rien, mais peut-être qu'il y aura quelque chose qui va me guider plus. Et puis, surtout, j'accompagne ma parole d'un signe pertinent. Attention, parfois, il y a trop de signes dans les phrases. Moi, je ne vais jamais signer, par exemple, boire de l'eau, parce que c'est trop d'infos. Et en fait, c'est la même idée en soi. Donc, soit je vais dire, Raphaël, est-ce que tu veux boire? Ou je vais dire, est-ce que tu veux de l'eau? Mais je ne fais pas les deux, parce que c'est beaucoup trop. Il faut que pour l'enfant, ce soit simple d'accès, c'est-à-dire j'ai un concept, j'ai un mot et j'ai un signe. Voilà. Si pour un même concept, tu mets plusieurs signes, comme par exemple changer la couche, si tu fais changer et la couche, mais tu lui donnes deux infos pour une même idée, c'est dommage. Dis-lui, je vais changer ta couche et je fais juste le signe changer. Il sera dédié au change de couche. Voilà comment on va fonctionner au niveau du mode d'emploi. J'espère que c'est toujours clair pour tout le monde. Et je vais terminer avec ces petites règles d'or qui sont extrêmement importantes pour éviter d'aller vers des dérives. La première des règles d'or, c'est que les signes sont toujours associés à la parole. On a affaire à un enfant entendant, donc l'important, c'est qu'il ait affaire surtout aux mots ou à la langue orale. Donc, on ne fait pas les signes sans verbaliser. On ne va pas faire. Non. On va dire le prénom de l'enfant et on va expliquer avec des mots. Théo, est-ce que tu veux de l'eau? Lily, est-ce que tu en veux encore? Voilà, c'est toujours accompagné des mots. On propose peu de signes. Attention, soyez pas dans la proposition d'une multitude de signes. De quoi a besoin l'enfant? Il faut toujours se concentrer sur lui. Quand on me demande du poireau,
En signe, je dis, est-ce que tu penses que l'enfant, il va se rouler par terre, dire « Je veux mon poireau à tout prix ?» Non, ça n'existe pas sur la terre entière, je pense. Donc, poireau est inutile pour l'enfant. On va lui parler de manger, on va lui parler des choses qui sont importantes pour lui, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des tas de signes. Il s'en fiche des légumes et des fruits, on ne va pas tout signer. Voilà, ça, c'est très important. Un signe par phrase suffit. On ne va pas le noyer de signes. Il est complètement libre. Ça, c'est le 4e amendement, j'ai envie de dire. On est dans la Constitution américaine. Hein. On est dans la liberté de l'enfant de se saisir de l'outil ou pas. C'est-à-dire, ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas du tout là-dedans. Il est dans le moteur. Il grimpe. Il fait des choses extraordinaires avec son corps. Eh bien, on lui fout la paix, en fait. Il n'est pas obligé à tout prix d'utiliser cet outil. En revanche, ça ne va pas m'empêcher à moi, adulte, de continuer. Hein. Parce que tant que l'enfant ne parle pas, je sais que ça va l'aider quand même. Et on a l'impression parfois qu'il ne nous regarde pas, mais t'inquiète, il te regarde quand même toujours et il a quand même bien vu les signes. Je le sais parce que j'ai une maman qui avait des jumeaux, fille-garçon, et elle m'a dit un jour, j'ai arrêté complètement de signer avec mon fils parce qu'il s'en fiche complètement, il grimpe, il fait tellement d'autres choses que les signes, il s'en fiche. Mais par contre, ma fille, elle est réceptive et elle signe. D'accord. Et puis, elle me rappelle 2-3 mois après, puis elle me dit, non, mais tu ne devineras jamais. Je t'ai dit que j'avais arrêté de signer avec mon fils. Oui. Eh bien, en fait, il signe. Ah bon? Elle me dit, bah ouais. Je pense qu'il nous observait quand je parlais avec ma fille et du coup, eh ben, il a chopé quand même les signes. Bon. Bah, du coup, tu pourrais pas m'apprendre quelques signes parce qu'il a des intérêts un petit peu différents. Ok. Incroyable. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que l'enfant, il s'en saisit à sa manière, à son rythme, quand il est prêt, quand il en a besoin, s'il en a besoin. Le bébé aussi, on ne le corrige pas, je vous l'ai dit, on le laisse faire. Hein, peut-être que ça va s'affiner, qu'il le fera mieux. Peut-être qu'au début, il va proposer le signe gâteau comme ça, ou caca, parce que caca se fait ici, gâteau se fait ici. Il n'a pas la conscience et la connaissance de son schéma corporel. Donc, lui, il va faire à peu près là où il pense que ça a lieu, mais le signe n'est pas précis chez un enfant. Et c'est normal qu'il fasse gâteau ici, en fait. L'important, c'est que moi, je garde le référentiel et je lui dis, ah, tu veux un gâteau, Maëlle, c'est ça? Un gâteau, d'accord. Voilà, c'est tout. Et on le laisse faire à sa manière. L'outil est dédié à la période préverbale. Je pense que je vous l'ai suffisamment expliqué. Hein. Ça, c'est très important de respecter l'oral, la langue orale. Il a acquis des mots. On le laisse vraiment, on le valorise dans cette compétence acquise. Et puis, les signes des émotions, elles, on a le droit de les garder tout au long de la vie même. Parfois, je fais encore avec ma fille de Sarah. Des fois, je la regarde, je lui dis, Sarah, t'es vexée là, non? Vexée, hein, c'est le cœur qui est piqué. Et je trouve que ça a la symbolique aussi. Hein. T'es vexée? Et elle me regarde, elle me fait. Et puis elle ferme la porte. Bon, ok. Voilà. Vive les ados. Hein. Bon, c'est l'étape d'après. Je ferai peut-être un truc pour les ados plus tard. Voilà. Bon, bref, en tout cas, on a fait à peu près le tour de ce que sont les signes associés à la parole. Donc, s'il y a encore des questions, surtout n'hésitez pas. Je suis encore là pour y répondre avec un grand plaisir. Alors, il n'y a pas de question, mais alors moi, j'en ai une. Voilà. Est-ce qu'il est important, par exemple, d'imprimer les signes et pouvoir en fait les disposer dans la crèche sur des lieux stratégiques, par exemple, je ne sais pas, où on sait que la boîte à gâteaux est à tel endroit, on peut peut-être imprimer le signe et venir le mettre à côté pour montrer à l'enfant? Ou c'est pas utile? Pour moi, ça s'apparente à de l'apprentissage. D'abord, l'enfant, il est incapable de reconnaître une illustration d'un signe. C'est impossible pour lui. Déjà, des adultes ont du mal. Je vais vous montrer. Bon, j'ai fait plein de supports, mais moi, j'ai fait les supports pour les adultes, pas pour les enfants. Sauf le livre prochain, mais vous verrez que dans le livre, c'est une vraie histoire où il y a des illustrations vraiment de l'histoire. Donc, c'est pas les signes. Mais quand l'enfant, il voit ça, en fait, cette illustration-là, il ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Parce que déjà, tu as une flèche, il y a un x2, ça veut dire que nous, on sait que ça veut dire qu'on fait 2 fois ça, mais un enfant, pour lui, ça lui parle absolument pas. Et moi, je me dis que cet outil, il est utile dans l'interaction. Il est utile pour être en lien avec. Donc, lien avec l'adulte. Donc, ça veut dire que c'est l'adulte qui doit toujours être à l'initiative et qu'on ne rappelle pas à l'enfant que ça veut dire ça. C'est parce qu'on est en interaction que je vais lui dire, tu as besoin de manger, tu as faim, tu veux un gâteau?
Et voilà, et c'est là que c'est magique, c'est que justement, on est clac, on s'accroche, on est les yeux dans les yeux, on se regarde, on se parle, et puis il se passe quelque chose. Par contre, l'affichage, moi j'ai créé des petites affichettes par contre qui servent à l'adulte. C'est-à-dire, j'ai créé un lot d'affichettes où tu as 8 thèmes différents et tu peux les disperser soit dans ta maison si tu es assistante maternelle, ou à la MAM, ou à la crèche, ou chez le parent. Et puis, tu en as un, c'est pour la salle de bain, où il y aura changer la couche, pipi, caca. Il y en a un, c'est pour le repas, donc il y aura encore gâteau, manger, etc. Et puis, comme ça, quand nous, on n'est pas encore habitué à signer, on voit et dit, ah oui, c'est vrai, il faut que je signe. Ah oui, je suis en train de changer ça. Oh, t'as fait pipi. Ouais, voilà, parce que j'ai la petite affichette qui dit, ah oui, c'est vrai, pipi. Mais c'est pas l'enfant qui s'en saisit de cette affichette. C'est vraiment pour l'adulte. C'est un petit pense-bête. Il y a une question, Isabelle. Est-ce que sur ce même principe, on peut utiliser donc ces outils pour aider à se faire comprendre vis-à-vis d'autres enfants? Alors, c'est expliqué, enfants plus âgés ou des enfants qui ont des troubles autistiques. Oui, alors pour les enfants qui ont des handicaps ou qui sont avec des troubles, ça peut aider vraiment, mais beaucoup, beaucoup, même si ce sont des enfants qui vont pas forcément s'en saisir, encore une fois, mais ça va les aider à mieux comprendre, ça va les aider à mieux organiser leurs pensées, à mieux catégoriser, parce que ça va les aider à ranger en fait des mots qu'ils ne savent pas forcément comprendre. Je donne un exemple. Ça, c'est le livre. D'accord? Donc, tout le monde connaît le livre. Par contre, je peux très bien dire à l'enfant, tu sais, j'ai envie qu'on regarde un imagier ensemble. Imagier. Si je n'utilise pas le signe, je donne aucun indice à l'enfant. S'il ne connaît pas ce mot-là, c'est ultra anxiogène. S'il a des troubles de l'attention et qui, voilà, il ne peut pas saisir, il n'est pas en lien avec moi parce qu'en plus, ce que je lui dis, ça ne lui parle même pas. Alors que si je lui propose un signe qu'il connaît déjà, d'abord, un, je lui permets de mieux comprendre. Deux, ça le rassure parce que, OK, il sait ce qui va se passer. Et en plus, ce mot ne va pas rester inconnu. Le mot imagier, il va pouvoir le ranger quelque part dans son cerveau. Et c'est ça la force aussi de cet outil. C'est que grâce à un signe, je peux proposer à l'enfant plusieurs mots et lui permettre de bien classer les mots dans la bonne catégorie, dans la bonne famille. Parce que si je dis imagier, je peux aussi dire un livre, un bouquin, un album, un... Qu'est-ce qu'on dit encore pour un livre? Je sais pas, un dictionnaire, enfin, une BD. Tout ce qui a attrait au livre, je peux le proposer avec le mot, mais faire le même signe. C'est ça qui est super, super avantageux. Et c'est là qu'on vient enrichir son vocabulaire. Vraiment. Et puis, attends, tu m'as posé une question au début. Donc ça, c'est l'enfant qui pourrait avoir des troubles, par exemple. Ça peut aider. Et les enfants plus âgés. Et les enfants entre eux. Voilà, il faut que les connexions se refassent. Hein. Les enfants entre eux, bien sûr que ça aide. Mais les enfants plus grands qui verbalisent bien, ils vont être dans le mimétisme. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on va voir, par exemple, un enfant qui va aller... il parle très bien. Donc, c'est Timothée, il parle très bien, il a 6 ans. Et puis, il va aller voir le petit bébé qui pleure. Et il va lui dire, oh, mais tu pleures, mais tu veux ta tétine. Et là, en fait, c'est pas que l'enfant a besoin des signes. C'est qu'il sait très bien que moi-même, j'utilise les signes en tant qu'adulte et il est dans le mimétisme et il va interagir avec un plus petit que lui parce qu'il sait que le bébé il est incapable de parler et qu'il sait que les signes peuvent être utiles pour lui. Et ça, mais c'est extraordinaire, oui, bien sûr. Et puis, dans les sections des moyens ou chez une assistante maternelle où il y a 2 enfants du même âge, on sait très bien que l'âge critique, c'est l'âge entre 13-14 mois et 2 ans où justement il n'y a pas le langage oral où donc c'est des agressions, c'est compliqué, c'est des frustrations, des pleurs, des cris, des morsures, eh bien là, ça a vraiment du sens de leur dire aussi entre eux, tu peux lui dire stop, tu peux lui dire que tu n'es pas d'accord, tu peux... Et là, les inviter à se parler, justement, à communiquer avec des signes plutôt qu'avec leur bouche de je mords, je n'ai pas le mot, donc je le croque. Donc voilà, ça peut être vraiment à encourager, oui. Et ça fonctionne. Et je l'ai vu, de mes yeux vus. Ça marche, oui. Alors écoute Isabelle, il n'y a pas d'autres questions. Alors j'invite les personnes à les écrire. Alors on a encore un peu de temps, on a encore 5 minutes, donc si, ils souhaitent, les poser, n'hésitez pas.
On va voir le compte à rebours, tu sais, c'est comme James Bond, tu sais, ça explose au bout de 5 minutes ou ça se passe comment? Ça Non? coupe. Bon, Alors, moi, ce que j'invite à faire avant qu'on se dise au revoir, peut-être que ça serait bien que tout le monde active sa caméra. Et puis Isabelle, je sais pas, tu nous apprennes un petit mot, qu'on essaye tous de le faire. Ce serait bon, bah, rigolo. oui, bien sûr. Alors, je vous ai montré pas mal de signes déjà qui a trait au bébé, hein. Alors Donc, activez vos caméras, s'il vous plaît. Enfin, pour ceux qui souhaitent vraiment essayer de faire quelques signes, ça peut être rigolo d'essayer ensemble. ce serait chouette, hein. Ah, je vois les gens qui apparaissent là. Tou, tou, tou. Louise, Justine, Aurore, Emma. Ah, puis il y a des relais, je pense, des RPE. Des RPE. Ah, c'est super de voir tout le monde se connecter là, c'est génial. Alors, évidemment, bon, je vous ai montré papa, maman. Ça, c'est plutôt simple à faire. Euh, Évidemment, j'ai envie de vous montrer la crèche et puis l'assistant maternel. Donc, la crèche, vous voyez que ici, on a une main, hop, une main en 5 et une main toute plate. Ça va représenter le toit, comme on ferait maison. Mais ici, on va agiter. Pourquoi? Parce que dans une crèche, il y a de l'agitation. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, crèche. Donc, voilà. Et puis, assistant maternel, alors c'est lié au vieux signe. C'est lié aussi à la manière à l'ancienne dont on parlait des assistants maternels. On disait nourrice, nounou. Donc, assistant maternel, c'est celle qui donne à manger, c'est celle qui nourrit, comme on avait mangé tout à l'heure avec le bec de canard là, sur la bouche, manger. Ça, c'est international, tout le monde comprend partout dans le monde. Eh bien, là, c'est celle qui nourrit, voilà, qui donne à manger. Pour l'instant, c'est encore ce signe-là, assistante maternelle. Après, évidemment, je ne sais pas, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous montrer, mais on a tellement, on est limité. Qu'est-ce qu'il y aurait comme signe? Est-ce qu'il y en a qui... Le signe purée compote, d'accord. Ouais, exactement, j'allais te le dire, oui. Oui, ça y est, j'ai les questions qui apparaissent. Alors, purée compote, ce sont les mêmes signes parce qu'en fait, on va dire une écrasée, quoi. Donc, c'est ça, une purée, une compote. On va mettre les mains un petit peu repliées comme ça et on va comme écraser. Donc après, soyez rassurés, même si vous faites un même signe et vous mettez 2 mots, l'enfant il est très capable de savoir puisque justement il a cet indice qui est la voix. Donc vous pouvez dire, tu veux de la purée ou tu veux de la compote? Voilà, c'est facile à comprendre pour lui, c'est une écrasée de fruits ou de légumes. Je crois qu'il va peut-être préférer la purée et la compote, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres signes à demander? S'il y en a qui utilisent déjà les signes, déjà, j'espère que ceux qui n'utilisent pas du tout, ça leur a donné envie peut-être de creuser ou d'aller plus loin dans cette démarche, peut-être de se former. Le même est différent. Donc, tu veux dire pareil, différent? Donc, pareil, on a 2 index et on va être comme en parallèle, en fait, en quelque sorte, mais on va juste rester sur place et taper 2 fois. C'est pareil. C'est pareil. Donc, si je me mets de côté, c'est plus facile peut-être. C'est pareil. Pareil. Ça aide avec des enfants justement du même âge qui veulent les mêmes objets. C'est pareil. C'est le même. Ça, c'est le même. Bon, des fois, tu as beau dire que c'est le même d'ailleurs, ça ne marche pas. Et différent, c'est différent. Donc, toujours nos index, mais on part d'ici et c'est différent. On s'écarte. Vous voyez qu'on prend un chemin différent. Donc, pareil, différent. Comme aussi, pareil, comme. C'est pareil. Il y a le mot dormir aussi, s'il te plaît, Ah, Isabelle. dormir. Donc, vous avez vu dormir, c'est la main. Alors, cette forme de main-là, elle s'appelle la moufle parce que c'est le gant, la moufle, là, tu sais, où tu as le pouce. Le gant qui sert à rien d'ailleurs parce que tu fais pas grand-chose avec un moufle. Mais la moufle, et on vient ici placer le long du visage, on incline un petit peu sa tête. C'est pas nécessaire de fermer les yeux, on comprend vite, hein. Oh, tu veux aller dormir? Tu es fatigué. Fatigué. Ça, pareil, fatigué, c'est les mains en 5. Et puis, comme si sur le buste, on ajoute du poids. Oh, alors évidemment, on fait pas. T'es fatigué? Non, c'est t'es fatigué. Vraiment, les expressions du visage, c'est hyper important. Il faut que ce soit en accord avec ce que vous dites. Vous pouvez pas dire, par exemple, t'es content? Ou bon, je vous le dis, hein, sincèrement, j'ai été vraiment très contente d'être avec vous ce soir.
c'est pas du tout communicatif et on comprend bien qu'il y a un problème. Elle n'est pas en accord avec ce qu'elle dit. Donc, je suis contente. Vraiment, il faut que ça se voit sur le visage. Je suis contente. Et je pose ma main près de mon cœur parce que quand on est content, ça réchauffe le cœur. Ah, je suis contente, ça fait du bien. Ou alors, non, bah, je ne suis pas contente, je suis énervée, je suis fâchée. Donc là, on a les mains en S. On appelle S parce que c'est aussi la lettre S dans l'alphabet de la langue des signes. Et là, on va faire « Oh, je suis énervée ». Moi, j'adore le faire en voiture. Bon, évidemment, ça me fait lâcher mon volant. Mais en général, quand je suis énervée, c'est que, voilà, où je tiens d'une main et je le fais d'une autre main. Ça m'évite d'aller boxer les gens. Donc, je suis comme ça et je dis « Je suis énervée là, je suis agacée ». Ou ça m'énerve. Vous avez vu que les sourcils se froncent. Hein. Là, c'est important d'être en accord aussi. Hein. Et des fois, on peut le verbaliser à l'enfant. Ou tu as l'air fâché, ou tu as l'air énervé. Ça t'agace? Voilà, tous ces mots-là peuvent être vraiment faits avec ce signe-là. Et puis, dans les émotions, il y en a d'autres. Donc, il y avait avoir mal, je vous ai montré. Avoir mal. Donc, on a les deux mains avec les pouces sortis. Et puis, on va faire comme un peu du vélo. Attention, tournez dans le bon sens. Si vous retournez dans l'autre sens, donc dans le sens inverse du pédalier, vous dites autre chose. Et là, vous me dites, qu'est-ce que ça veut dire si ça veut dire autre chose? Ça veut dire se venger. Se venger. C'est pas du tout la même. Donc, avoir mal. Et pareil, on ne dit pas, t'as mal? Non, ça fait un petit peu genre, virgule, c'est bien fait pour toi, je te l'avais dit. Donc, non, on évite, on efface, et on fait plutôt, tu as mal. Ce qui est intéressant avec ce signe-là, c'est qu'il est directionnel. On peut le mettre à l'endroit où on pourrait avoir mal. Par exemple, j'ai mal à la tête. Ou j'ai mal au ventre, devant le ventre. Ou j'ai mal aux dents. Et moi, je le fais devant le corps du bébé pour qu'il puisse apprendre à connaître son corps. Bon, ça va peut-être couper. Je fais par exemple, oh, tu as mal à ton ventre ou tu as mal à tes dents, juste devant son visage ou son ventre. Ça coupera pas, hein, t'inquiète pas, Ah, ça Isabelle. me rassure. Ah non, parce que Euh, ça n'explose pas non plus. Hein, je te non, rassure. non, non, non. Il y D'accord. a quelqu'un qui pose une question quand un enfant pleure. Comment lui demander s'il a faim? Ah, manger. Dites-vous, le bébé, il a besoin d'être connecté à ses besoins. Donc, la priorité, c'est si il a faim, c'est qu'il a besoin de manger, d'accord? Donc, on va lui dire, oh, tu as faim, tu as besoin de manger, tu as faim, ou même faim, on peut le faire avec manger, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, tu as faim? Bah oui, tu as faim. Donc, manger. Il faut vraiment pas donner plusieurs signes. Avoir faim, il y a un signe dans la langue des signes, mais on complexifie alors qu'au final, avoir faim et manger, finalement, ça va se regrouper. Avoir soif et boire, ça va se regrouper. Donc, on va faire plutôt boire que avoir soif. L'enfant, il va pas dire j'ai soif. Non, il va dire de l'eau ou boire. Donc, boire, manger. Et puis, de l'eau, ça peut aussi être à la place de boire, ça peut être l'eau. Ça va, ça vous plaît? Vous avez vu, c'est pas très compliqué. L'idée aussi, c'est qu'on va utiliser, souvent on me dit, mais main gauche, main droite, qu'est-ce qu'on fait? J'allais te Alors, poser la question, en fait, pour les ah bah, gauchers, etc. non mais, on a des connexions. Hein. L'idée, c'est justement de se dire, avec quelle main je me sens la plus à l'aise ou le plus à l'aise? Souvent, c'est la main d'écriture, mais ça peut être faussé, parce que parfois, on pense que c'est la droite, puis finalement, on fait tous les signes avec la main gauche. Ça n'a pas d'impact, d'incidence sur la signification. Donc, on peut y aller. Si on est plus à l'aise avec la main gauche, ben, on fera papa, on fera manger, on fera maman. Mais si on est plus à l'aise à droite, on fera papa, manger, maman. Ça n'a pas d'impact. En revanche, essayez de garder toujours la même main. Hein, ne soyez pas dans papa, gâteau, maman, il y a du soleil, il pleut. Enfin, c'est trop d'informations. Il faut vraiment se dire, j'adopte une main et ce sera celle-là qui sera la plus active, on va dire. Isabelle, je te remercie parce qu'on a dépassé les horaires. Il y a une dernière question, je vais quand même la poser parce que ça serait quand même pas top de ne pas la poser du coup. Quand on a un enfant dans ses bras, est-ce que possible de signer avec une seule main? Alors, tu sais, on va faire comme dans les familles de sourds. Quand les familles de sourds, par exemple, j'ai ma collègue Manon, elle a 3 petits bébés, enfin 3 enfants. Eh bien, quand elle a son bébé dans les bras, eh bien, elle signe à une main. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de signer, d'avoir un enfant dans les mains. Sinon, les sourds ne signeraient jamais avec leur bébé. Et quand tu l'as dans les bras, bah, tu peux, quand tu dis encore, tu tapotes sur sa cuisse, par exemple. T'en veux encore? Ou c'est papa, t'as vu qu'il arrive. Oh, regarde, il pleut. Normalement, c'est la pluie. Tu vas pas lancer l'enfant
faire la pluie et récupérer l'enfant, ça ne marche pas. Donc, on garde l'enfant dans les bras et puis on fait, oh, regarde, il pleut. Et puis, la prochaine fois, quand il sera allongé sur le tapis, tu lui diras, bah oui, t'as vu la pluie? Voilà, c'est tout. Ça fonctionne pareil. Eh ben, écoute, je te remercie Isabelle, je remercie, tout le monde d'être, venu. Je vois les personnes qui signent. Hem, donc voilà, Merci. Victoria, si tu veux rajouter quelque chose? C'était parfait, bravo Isabelle. Je pense que justement, on a eu un beau résumé. On a eu un très très beau résumé de l'importance que ça peut avoir de signer. Et en plus de communiquer, ça permet aussi une cohésion de groupe dans les structures par rapport même aux comptines. On n'en a pas parlé, mais les comptines, voilà, ça permet aux enfants de tous chanter, même s'ils signent en même temps. Et Tout ça, je à trouve fait. que c'est un bel outil parce que ça, voilà, tout simplement, c'est des moments qui sont magiques. Je vous invite vraiment à signer dans vos structures et puis n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site d'Isabelle, on vous a mis Ouais, en lien pour sur qu'on mon puisse. site, sur les réseaux sociaux, moi je suis très active et je réponds facilement, donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et j'espère que ça vous a plu et puis peut-être à un prochain rendez-vous aussi, ça serait très chouette. Eh bien, merci à tout le monde. Merci bien. Au revoir. À bientôt.